On est air. On est air. Yes, sir. Christian Thibodeau, présentation. Si je commence à te présenter là, ça va être un peu trop long. Ouais, puis honnêtement, c'est probablement la partie que je déteste le plus dans toutes les On peut te podcasts. présenter, nous autres, d'abord. Où tu peux simplement dire, allez voir sur Écrivain, Internet. poète à ses heures. Tu ris, là, mais quand j'étais jeune, man, j'étais poète pour vrai. Ah ouais, t'es sérieux? Tu sais, Moi, je pense qu'on a déjà là, compris. je suis rendu zéro émotif, là, mais je me rappelle, j'avais un gros kick sur une fille dans le T'es peut-être un romantique, dans le fond. Ben, en fait, je suis plus un petit gros qui pogne après. Fallait que je me trouve des outils, tu comprends? Fait que je me rappelle d'avoir. Hey, j'avais fait un poème pour une fille sur qui je tripais. Je m'avais apporté genre, chez eux à 5 h le matin, dans sa boîte à lettres, puis tout ça. Le lendemain. C'est pas des textos dans ce temps-là. Non, c'est ça. C'était plus lent un petit peu. Mais je fais ça dans 3-4 jours. À un moment donné, je m'en vais chercher, je m'en vais porter son poème de la journée, si tu veux. Puis elle m'a laissé une lettre. Yes. Arrête de m'écrire! C'est carrément ça. Il y en a qui aiment quelqu'un plus que d'autres, c'est inconfortable. Oh puis non! Ah ouais. Fait que ça a été la fin de ma carrière de poète, je poète. dirais. Fait que j'ai décidé de plus aller vers la création de livres à ce moment-là que les poèmes. Donc oui, t'as écrit plusieurs livres. Oui, quand même. D'ailleurs, que moi et Yann, on a lu en début de carrière. Je disais hier, c'est le High Threshold Muscle Building Ouais. que je pense que j'ai Ouais. mis mon préféré. Avec les systèmes de contraction pour le transfert athlétique. Mais le High Threshold Muscle Building est plus, je te dirais, c'est comme prendre des concepts scientifiques, mais les rendre très, 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 très simples. Applicable. Exact. Tandis que moi, mon préféré, c'est plus le Modern Strength and Power Ah, mais ça, je Method. me disais aussi, je l'ai aimé. C'est que c'est lui qui a l'ensemble de toutes les méthodes que Ouais, j'utilise. exactement. Mais le premier, c'est Black Book, Chris? Oui, exact. C'est ça. Qui est essentiellement ma version du Poliquin Principles. J'ai vraiment utilisé la structure du Poliquin Principles, qui était comme ma Bible à ce moment-là, mais je suis allé avec mes principes un petit peu différents. Parce que tu as été un des premiers disciples de Charles, ou du moins après, là, quand il était s'installer aux États-Unis. Ouais. Toi, tu as rentré dans cette gang-là, tu as étudié avec Charles. C'est quand même assez ironique parce que quand j'ai rencontré Charles, au début, disons que ça n'allait pas augurer comme ça. Tu sais. En fait, je vais faire une connexion avec un nouveau T'es joueur. pas le premier. Mais non, mais le pire, c'est qu'on est resté bien chum tout le long, malgré un départ rocailleux. Dans le fond, ça, je vais faire un lien avec un autre. Préparateur physique, ok. Mais Paul Gagné, que vous avez eu Ouais, aussi ben en ouais. podcast. Dans ce temps-là, j'étais un jeune qui sortait de l'université, tu comprends? Je faisais ma maîtrise, puis je faisais mon... T'avais quel âge, Chris, pour nous situer dans le temps? à peu J'avais près? environ, je dirais, 22 ans. OK. Ouais. Fait que Charles commençait Ouais. à être connu là, à ce Ouais, moment-là. exact. Il Ok. écrivait sur le Média 2000, Ouais, ces ouais. choses-là. OK. Puis je faisais mon stage chez Michel Joubert, le podiatre. Ben oui, ben oui. Fait que j'ai fait mon stage là. Puis à un moment donné, je lui montre, parce qu'un autre des jobs que j'avais, je travaillais au laboratoire de biomécanique. Puis j'ai participé à la création du logiciel Biotonix, l'analyse posturale. Ouais. Initialement, les exercices. C'est vrai, c'est comme toi qui des m'avais dessins. conté ça. Fait que c'est moi qui ai fait les dessins avec un logiciel qui s'appelait Poser. Puis j'avais montré des exercices à Michel, puis il a dit c'est vraiment cool. Puis hey, j'ai un de mes chums, Yves Etier, puis Paul Gagné, deux de mes chums qui veulent faire un livre. Je vais leur montrer tes dessins et voir. Puis là, Yves, il travaillait avec Michel une fois de temps en temps, fait qu'on s'est présenté. Puis il dit hey Chris, veux-tu illustrer notre livre? Il dit waouh, écrire un livre avec le bras droit de Charles Poliquin, ça serait écœurant, tu comprends? Fait que là, puis en passant, il y a eu un petit conflit à ce niveau-là, pas avec Paul, plus avec Yves. Puis ce qui est arrivé, dans le fond, il m'a envoyé une cassette du VHS, ça fait longtemps. Une 50aine de mouvements d'abdominaux que je voulais faire, que je faisais en exercice. Fait que j'ai tout travaillé ça, j'ai fait ça. Puis là, je lui donne ça à Yves, puis il dit mais c'est super, Chris, mais il n'y en a pas assez. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait l'ensemble des exercices sur la cassette. On aimerait ça d'en avoir plus. Fait que j'ai inventé, genre, peut-être 50 autres versions moi-même. Juste sur les abdominaux. Oui. OK. Là, je lui donne ça, puis il dit, au début, il dit, on va te payer tel montant par dessin. J'étais content, tu sais. Je lui ai dit, notre éditeur dit qu'on n'a pas le budget pour ça. On va te donner un pourcentage du livre. Ah, pas grave, je suis un étudiant, tu sais, whatever. Tu sais. Pourcentage, Parfait. si ça pogne. No problem. Juste avoir mon nom sur le livre, c'est pas pire. Exact. Finalement, après ça, genre un mois plus tard, finalement, l'éditeur veut pas. C'est trop difficile légalement, c'est qu'on va te payer avec nos séminaires. Fait que là, ça m'a causé une petite friction un petit peu. Puis, C'est comme ça que tu as eu accès à commencer à faire des cours avec eux autres. C'est ça. Oh Après, j'ai commencé là, God. j'ai connu Paul aussi, ces choses-là. Mais à un moment donné, j'avais comme... Je trouvais que c'était pas juste comme deal. Puis je l'avais dit à Yves, là, ça. Puis Yves m'a dit, Chris, quand tu commences ta carrière, je vais te ruiner ta carrière. Enfin, en passant, Yves et moi, on est devenus chum. C'est pas un problème. C'est juste, il y a eu un petit accrochage. Un petit peu au début. Comme tout le monde dans le milieu, on a des accrochages. Mais il est allé dire ça à Charles. Puis à un moment donné, Charles est venu faire une probation à Montréal. Puis je suis allé faire la formation.
Puis, tu sais, de toute évidence, Charles savait j'étais qui, parce que quand je suis rentré, il m'a regardé avec les gros yeux, tu peux voir, imaginer les yeux qu'il fait. Là. Puis j'écrivais pour T-Nation en plus dans ce temps-là. Ouais. Puis Charles venait de quitter T-Nation, donc il y avait comme un conflit là aussi, tu sais. Puis T-Nation me brandait le prochain Poliquet, tu sais, la pire affaire que tu peux faire. Là. Il me regardait, tu sais, c'est vraiment pas de bonne humeur. Je dis, OK, bon, ça va être tough. Puis je me rappelle qu'à la fin du cours, un des tâches du cours, c'est qu'il fallait que tu analyses des programmes d'entraînement selon ses principes. Alors, lui, il te donnait un programme d'entraînement genre, populaire qu'il avait pris n'importe où, whatever. Puis toi, tu devais le critiquer de façon objective selon les principes de Poliquet. Tu dis, mettons, là, il n'a pas respecté le principe 1, pourquoi, non. Puis, il y avait un de mes programmes dans les programmes que tu peux critiquer, que j'avais fait. Puis, honnêtement, c'était pas un bon programme. Genre, c'était le premier programme que j'ai publié quand j'étais bien jeune. Puis, bon, Tu t'en souviens-tu? Oui, c'était le Optimized Volume Training, à place de German Volume Training en plus, tu sais. Fait que là, j'ai sorti, j'ai été critique, j'ai été vache pour mon propre programme. Mais j'ai dit à la fin, mais l'auteur est vraiment fucking sexy. Puis Charles a trouvé ça drôle. Fait que là, il est venu me voir à la fin. Il dit, hey Chris, je savais pas que tu étais un bon Jack de même. J'ai dit, pourquoi j'aurais pas été un bon Jack? On s'est pas connu. Ah, mais j'ai entendu parler que tu étais un gars égoïste, tu pensais juste à toi, non. C'est là qu'on est devenus chum. Okay. Ah ouais. Dans le fond, Charles se décrivait lui-même quand il te parlait de ça. mais c'est comme ça que ça a commencé. J'étais jeune, j'étais insouciant un peu. Là. Puis, des fois, c'est une bonne affaire. Ça fait qu'on fonce plus. T'as comme pas peur de rien. Ah, exact. Puis là, de fil en aiguille, tu fais des formations ici et là avec Charles à cause de l'entente que tu avais. Exact. C'est quand que tu te ramasses à travailler à Saint-Louis, au centre de performance? Ça, dans le fond, il y a une autre histoire derrière ça. Là. Dans le fond, moi, c'est Nelson qui m'a contacté. Nelson Ayat. Ouais, Nelson Ayat. Okay. Puis à ce moment-là, Nelson travaillait avec Charles en Arizona. Puis, dans le fond, l'idée initiale, c'était Charles va faire il va vendre de ses centres, okay? Il va franchiser ses centres. Il va en avoir un à Boston, un à Chicago, puis un à Saint-Louis. Les Paul Equin Center, là. Exact. Ouais. C'était ça le plan. Celui de Chicago est demeuré un Paul Equin Center longtemps avec Mike Bistol qui travaillait là. Celui de Saint-Louis, c'était supposé être Nelson qui était là pour partir le centre. Puis c'était à la base un centre Poliquet. Et Nelson, il a rencontré celui qui a investi là-dedans, Clayton Skaggs, qui est un chiropraticien là-bas, puis Clayton allait voir et dire, penses-tu qu'on a-tu vraiment besoin d'être affilié avec Poliquin pour que ça fonctionne? Nelson dit, mais non, regarde, la majorité des joueurs de hockey qu'on entraîne encore, c'est des gars de Saint-Louis. Fait que si on leur redonne l'option, regarde, tu peux rester chez vous off-season ou aller passer du temps en Arizona. Oui, c'est sûr. Ils vont venir à Saint-Louis, tu comprends? C'est clair. Fait que, à la fin, il y a eu un conflit entre Nelson et Charles à ce moment-là parce qu'ils sont séparés. Puis, rightfully so, il a envoyé son bras droit pour ouvrir un centre, puis son bras droit, il vole le centre, si tu veux. Okay, bon. Okay, puis là, ça, c'est l'époque des All McInnes, Chris Pronger, là, à Saint-Louis. C'est ça, avec Keith Kachuk. Ouais, une grosse époque. Là. Bill Guérin. Bon. Puis là, Nelson m'a contacté parce qu'il cherchait un head strength coach. Mais à ce moment-là, j'avais ma blonde du temps. C'était une fille qui avait plusieurs problèmes psychologiques, puis elle ne voulait pas déménager. Puis moi, l'épais, je dirais, je vais rester avec toi au Québec. Puis, c'est sans mère. Hein? Non, mais je suis pas sûr qu'elle. Je suis pas sûr qu'elle existe encore. Okay. Faut pas qu'on dise ça. Là. Fait que là, c'est Steph Cazot qui est allé. Oui, puis après ça, genre 1 ou 2 années plus tard, Nelson me recontacte. Puis en fait, il y a une histoire derrière ça. Là. C'est qu'il me... Il y a une histoire derrière l'histoire. Il m'envoie un message, il dit Chris, j'ai été contacté par le strength coach, par le GM des Kings. Puis il cherchait un strength coach. Puis j'y ai parlé de toi. Fait que ça se peut qu'il te contacte. Et je dis, wow, Nelson, c'est vraiment cool. Puis tout ça, c'est vraiment nice. Fait que là, il y a reçu un autre email, genre, mettons, peut-être 3 semaines plus tard, c'est Nelson encore dit, finalement, Chris, ça ne fonctionnera pas. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Mais ça te tente-tu de venir travailler avec moi, c'est avec nous autres à Saint-Louis? C'est pas de problème. Là, à ce moment-là, j'étais rendu au point de ma relation que je pouvais me passer d'elle. Okay. Fait que je l'ai flushé. Okay. Je déménage à Saint-Louis. J'ai pris mon char, 23 heures straight en char. J'emménage là. Sans Red Bull, il n'y avait pas de Red Bull à ce moment-là. Ben, il y en avait peut-être. Ça commence. Il y avait bien gros des pilules de caféine. Ouais, c'est ça. Fait que, c'était un défi, je me rappelle. Ça m'avait marqué quand j'arrive à Saint-Louis, je vois une pancarte sur l'autoroute qui dit « Êtes-vous allé à l'église aujourd'hui? » Je dis « OK. » T'es ailleurs dans Ah oui, le Bible Bet USA. Fait que je commence à travailler là, puis ça va bien, puis tout ça. Puis à un moment donné, je parle avec un des junior coachs, qui était aussi un athletic trainer pour les Blues. Puis là, il me dit « En tout cas, Chris, t'es vraiment un bon Jack. » D'accord, ça. Pourquoi je suis pas supposé être un bon... C'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Il dit non, mais c'est parce que j'ai parlé, parce que les athletic trainers, ça se parle tout dans le show, tu comprends? Puis le gars des Kings nous avait dit, regarde, on voulait engager Christian. Puis là, on a appris qu'il travaillait pour eux autres. Comment qui est?
Puis là, John dit, il est super nice. Il dit, parce qu'on a appris que c'était un trou de cul qui pensait juste à lui, qui ne travaillait pas en équipe. Ça t'avait... En fait, ce qui est arrivé, c'est que Nelson voulait la job. Puis il a parlé c'est le gars des Kings qui l'a contacté par rapport à moi. Puis lui, il a donné la bullshit que Christian, c'est un égoïste, c'est un égocentrique, whatever. Fait que ça n'a pas fonctionné. Bon, anyway, ça ne m'a pas dérangé parce que, tu sais, Je comprends pas pourquoi il t'avait essayé de te vendre l'idée de... Il voulait me faire croire qu'au cas où qu'il me contacte, que ce soit lui qui à prendre le crédit, tu comprends? OK, je comprends. Tu sais, puis je ne veux pas parler en mal du bonhomme, mais tu sais, il y a vraiment, dans sa carrière, tu sais, regarde, à un moment donné, il est parti, dans le fond, il était plus là. Il est plus dans le domaine du tout, hein? Je pense. Il a pris sa retraite. Ça se peut. Ouais. Il était plus là, c'est plus lui qui s'occupait du centre, mais il avait eu la job officielle des Blues de Saint-Louis. Mais sais-tu comment il a fait pour avoir la job? Au centre, on entraînait quand même peut-être 5-6 gars des gars des Blues. À un moment donné, Al McInnes vient voir Nelson puis il dit, on n'a pas de strength coach présentement. Peux-tu faire les tests physiques au camp juste pour qu'on puisse savoir où on est, tu comprends? On ne doit pas la job là, présentement. On veut juste que tu fasses les tests pour qu'on sache où on est rendu. C'est pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a inventé des tests. Comme le test de upper body, c'était un 10 degrees inclined bench press avec des resistance bands. C'est quelque chose que tu as déjà fait des bands. La première fois que tu es fait, là, tu sais pas qu'est-ce qui passe. Là. Après ça, comme le test de capacité anaérobique, c'était tire flip. D'accord, là, si tu sais pas où mettre tes mains sur le tire flip, ça ton marche test, pas. c'est scrap. Puis tous les tests, le même. Sauf que lui, pas épais. Là. Toute le off-season, tous ces gars ont fait ces mouvements-là. Il est arrivé à la journée des tests, les 5 meilleurs, c'était tous ces gars. Il dit, wow, c'est lui que ça nous prend comme strength coach. Ouais. Bright, mais pas dans le bon sens. C'est smart. Ouais, mais... C'est smart. Ça ne développe pas Dans le fond, grand-chose. tu développes des tests pour que tes athlètes soient pourris au départ, puis que ça soit juste eux, éventuellement, avec le training, qui deviennent meilleurs. Wow. Carrément. Puis, entre-temps, j'avais rencontré celle qui est devenue ma femme. Quand je donnais des conférences, on t'avait donné une conférence au Stade olympique avec Charles, avec Jody Franco, avec ce monde-là, avec Eric Cressy, avec Mike Robertson, avec, je pense que Pierrot avait présenté aussi. Puis on avait présenté, puis c'est là que j'avais rencontré ma blonde. Puis, comme je revenais de façon infréquente la voir, puis je me disais à un moment donné, il dit, Chris, je pense que c'est la bonne. OK? C'est pas de poème? Pas de poème Même avec pas eu besoin de poème, man. C'est pour ça que je sais que c'est la bonne. C'est ça qui l'a séduit. Non, parce qu'elle m'avait vu jouer dans l'ancien compte, on s'en parle tantôt. Ouais. Puis elle est tombée amoureuse du gars dans l'ancien compte, qui était malheureusement, c'est un personnage. Anyway. À quelle année? Tu m'as dit que tu savais pas patiner. Je sais pas patiner. Non, je jouais un vendeur d'anabolisants dans l'ancien compte. C'est le vendeur, j'imagine vu. Ben oui. C'était le vendeur de stéroïdes. Ben oui. Okay. J'ai joué 2 rôles à la télévision dans ma vie. J'ai été un vendeur d'anabolisants dans l'ancien compte, puis j'ai été un danseur nu dans le bleu du ciel. Fait que, tu sais, c'est aucune chance que je sois un scientifique nucléaire ou une affaire de même. Tu sais, docteur Thibodeau, non, là. James Bond. Non, pas en tout, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai su que j'allais... OK, je vais me marier cette fille-là, mais elle étudiait en technique policière, elle parlait pas anglais. Fait que je dis, OK, il faut que je revienne au Québec. Ouais. Puis je me rappelle, j'étais dans le gym, je parlais avec un de mes clients. Tom, c'était un propriétaire d'une des plus grosses compagnies de nettoyage industriel aux États-Unis. Tu sais, ça valait des 200-300 millions, tu comprends? Fait que je vais envoyer demander, il dit, Tom, je vais demander ma blonde en mariage. Il dit, premièrement, super content, c'est Bible Belt USA, le mariage, c'est sacro-saint, tu comprends? Une de mes clientes, c'était Joyce Meyer, qui était une des plus grosses preachers aux États-Unis, là, qui était poursuivie par 260 millions par le fisc américain, d'argent non déclaré à l'impôt. Là. Ça te donne un peu une idée comment c'est vendeur Jésus dans ce coin-là. Tu pognerais pas mal avec tes cheveux. Ça fit avec le profil. Fait que là, je vais voir Tom, je dis, hey, Tom, je veux demander ma blonde en mariage, mais tu sais, c'est où je pourrais acheter une bague? Tu comprends? Tu dis, ah, j'ai un de mes chums, il y a une petite boutique sans prétention. Moi, je te recommande d'aller là, c'est là que j'achète toutes mes affaires. Tu sais, j'ai aucune idée ça coûte quoi une bague. Tu sais, moi, j'ai acheté une fois des boucles d'oreilles pour 75$. Fait que moi, je me dis, peut-être 600-800$ à peu près. Bon, ça, c'est la première erreur. Tu sais, tu ne demandes pas où acheter des bijoux. Non. À quelqu'un qui a une compagnie de 300 millions. OK? Une petite compagnie sans prétention. Sans prétention. J'arrive là, je rentre, puis effectivement, c'est une petite boutique, puis c'est tellement sans prétention qu'il n'y a pas aucun prix nulle part. Ah, ben, je vais reprendre elle. On va jouer ça safe. Moi, la plus simple, qui est la plus basic de tout, on va jouer ça safe. Deuxième indice, il ne me monte pas à bague. Il s'en va backstore, puis il revient avec un DVD. Puis il y avait des DVD dans le temps. Il slide une peinture sur le mur, révélant une télévision.
puis il montre une vidéo sur l'historique de cette bague-là. Tu sais, j'aurais dû allumer, il se dirait, OK, je suis pas chez Walmart, là, tu comprends? Je dis, OK, I'm gonna take that one. OK, il dit, sir, it's gonna be 8. OK, 800$, top of my range, mais c'est correct. Tu sais, je vais manger moins cette semaine. J'arrive pour payer, il me donne ma carte, il dit, sorry, sir, it's declined. Il dit, I'm pretty sure I have $800 on that card. Je dis, monsieur, c'est 8000. Mais tu sais, j'ai tellement un gros orgueil, tu comprends? Je prends une deuxième carte que j'avais pris en cas d'urgence avec mon père, qui avait comme pas de limite. Fait que je te load ça, je load mon autre carte de crédit, je vide mon compte, puis je pars avec la bague, là, je shake parce que je dis, OK, là, je suis en crise de merde. Là. Fait que là, j'appelle. Là, le problème, c'est que je suis aux États-Unis. J'ai pas une scène de me payer un billet d'avion, tu comprends? J'appelle ma mère, je dis, man, peux-tu m'envoyer 2000$ Western Union? Il faut que je me paye un billet d'avion pour aller demander ma blonde en mariage. Là, je te compte pas toute l'aventure parce que le flight a été dealé 3-4 fois. J'ai été stand-by 2 fois. J'ai pleuré. J'ai littéralement pleuré devant la personne pour qu'elle me donne le stand-by parce que c'est pour aller demander ma blonde en mariage, tu comprends? Mais oublie pas. Mais oublie pas que j'ai joué dans 2 téléséries, donc je suis un excellent acteur, donc ça a fonctionné. Fait que là, j'arrive au Québec, magané raide, évidemment. Là, puis, dans ça, c'est à mon époque que j'étais plus bodybuilder, plus gros un peu. Évidemment, je me fais fouiller aux douanes, comme toujours. Mais moi, l'épais, j'ai laissé la bague dans sa boîte, avec le DVD et la facture. C'est que pour rentrer au Canada avec quelque chose, il faut que tu payes les taxes. Il faut que tu payes les taxes, sinon tu ne pars pas avec ta bague. Mais, tu sais, 15%, c'est 12% de 8000$. C'est de l'argent. C'est une coupe de piastres. Hein? Peux-tu m'envoyer 1000$ Western Union pour que je paye pour la bague? Après, c'est une mésaventure. J'arrive finalement. Elle dit oui. Elle dit non! Un peu. Quasiment. T'es en tort, J'arrive à Lévis. Toute contente, elle sort en courant, me saute des bras. Puis là, j'ai fait ma grande demande, tu comprends? Puis c'est regarde, il y a même un DVD sur la bague. Fait que là, elle regarde ça, elle dit, Chris, t'as-tu regardé le DVD? Je dis, oui, pourquoi? Ça vient d'Afrique du Sud. C'est des Blood Diamonds. Le film venait juste de sortir. Là, puis elle n'aimait pas la fucking bague. Ouais, exact. Elle n'aimait pas la fucking bague. Oh, man. Mais on s'est mariés aujourd'hui. Ça a bien fini finalement, mais je paye encore pour la crise de bague. Fait que c'est là que je suis revenu ici puis que j'ai plus réorienté vers plus. Fait qu'elle a gardé la bague finalement. Elle a perdu 2 fois. Par accident. Ouais, c'est ça. Elle sentait pas bien avec le fait que c'est un diamantin. Non, elle a encore. Okay, bonne nouvelle, ça. Ouais. C'est la meilleure nouvelle de l'histoire. That's it. Ouais, c'est ça. C'est comme une bonne histoire. Ça a bien fini. Yes. Là, tu pars de Saint-Louis, c'est-à-dire? Ouais. T'es revenu ici. Passe quoi? Hey man, j'ai été tellement pas professionnel là-dedans. Là. Parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur des coups de tête. Là. Ah ouais. Fait que je me rappelle, je suis le seul. Je suis le seul qui travaille à la fin de semaine là-bas. Parce que, tu sais, j'avais pas d'amis, rien. J'étais pas heureux là-bas. Là. Fait qu'à un moment donné, on était un samedi, puis c'est là que je suis là, je regarde, je dis, OK, là, je crisse mon camp. Puis je marque sur une feuille, I'm going back to Canada, thank you. Je load mon char avec tout ce que je peux. Je regrette encore d'avoir laissé au moins 70 livres sur l'entraînement à mon appartement là-bas. Je casse mon bail, je drive. Puis mon but, dans le fond, c'était de revenir au Québec à l'heure où elle était à son break, l'heure du midi au cégep. Finalement, je ne me suis pas rendu après 16 heures. Je suis allé me coucher à Boston, je n'étais pas capable. Mais c'est très, très, très peu professionnel. Je n'aurais pas fait ça aujourd'hui, tu comprends? Là. Écrit sur un papier, là. Ah, ben, c'était sa première expérience de travail. Ben, tu sais, honnêtement, j'avais été bien dessus aussi de l'expérience. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était le fun, c'est le fun d'entraîner du pro, mais premièrement, tu sais, quand Nelson m'avait engagé, lui, ce qu'il avait promis, c'est que tu vas juste avec du pro. C'est jamais plus que 25 heures par semaine, puis il m'a donné un salaire X. C'était pas ça pour du c'est parfait. Non, finalement, c'était plus du 60 heures par semaine. J'avais peut-être genre 2 pros. J'ai aidé avec les autres, mais j'avais genre 2. Puis je travaillais des fins de semaine, puis le salaire était littéralement la moitié de ce que j'étais supposé faire. Fait qu'il y avait des clients réguliers aussi qui rentraient là. Dans le fond, c'était un beau concept, par exemple. Vraiment, c'était très dispendieux. Là, si je ne me trompe pas, c'était quelque chose comme 25 ou 30 000 $ par année. Mais c'était juste du privé. Et tu avais aussi accès à un masso, un physio et un acupuncteur. Un chiro aussi, quand tu voulais. Fait que tu prenais rendez-vous, puis tes chèques étaient inclus. Fait que c'était clé en main. Ça rentrait dans le prix. Oui, c'est ça. Un exemple, tu vas avoir un client, il allait voir, mettons, Jim Newart, qui était un chiro. Avant l'entraînement, il faisait une activation. Il faisait son training. Après ça, il allait faire un masso pour une récupération. On pouvait faire ça comme ça. OK. Quelque chose de même. C'est cool. C'était vraiment dans quand même un scénario optimal. Là, exact. Puis même tu sais, oui, on avait... C'était pas juste de l'athlète, mais même le monsieur, madame, tout le monde qu'on avait, c'était les traiter comme des athlètes. C'est comme la pyramide. C'est ça. Mais tu avais Joe Buck, qui était un annonceur à la télévision, qui était un de mes clients. Tu avais Joyce Meyer. J'entraînais toute la famille des Myers, là, qui étaient
les preachers de Jésus. C'est drôle parce que son gars, Danny, qui était le ministre en chef du culte, c'était un gars genre 6'4", 265, rasé, un pinch, tatoué partout. T'sais. Plus l'air d'un Hells Angels que d'un prêtre, là. Mais c'était un super bon Jack. Mais c'était quand même bien pour ça, là, mais donc c'est pas pour rien qu'il s'était fait partie aussi. Ouais. C'était pas la situation idéale là, pour qu'est-ce que toi tu voulais dans le développement. Puis aussi, moi, ce qui arrive, c'est que j'ai beaucoup de force, mais j'ai beaucoup de faiblesse. Puis ma faiblesse numéro 1, c'est que j'ai beaucoup de difficultés avec la routine. J'ai besoin d'avoir des tâches différentes. C'est pour ça qu'un exemple, là, je fais de l'entraînement privé 3 jours par semaine, je fais du en ligne, je fais de la création de contenu, je fais des séminaires. Si je ferais juste un de ces éléments-là, je ne serais pas capable. Tu t'ennuierais. On en parlait hier. On disait, Chris, c'est un gars... Tu l'avais expliqué aussi dans le neurotyping, tu es vraiment dopamine-oriented. Tu es vraiment, ça te prend des trucs nouveaux continuellement. Tu as stimulé, il faut que tu... Puis même pour l'entraînement, c'est quelque chose qui m'a nui beaucoup personnellement. Parce que du moment que je trouve quelque chose qui fonctionne, pour moi, c'est plus intéressant. Parce que je sais que ça fonctionne. Je veux trouver d'autres choses. J'ai dit ça hier. J'ai dit ça hier parce qu'on a souvent parlé de ça. Tu me l'avais expliqué. La seule affaire que tu as faite de façon très constante en plus bas âge avant que tu sois aussi connaissant dans le domaine de l'entraînement, c'est l'haltérophilie. Exact. C'est ça? Mais même là, oui, c'était l'haltérophilie, mais je n'étais pas traditionnel dans le sens que je sais plein de méthodes. C'est stupide. C'est les méthodes russes. C'est ça. Maintenant, je vais me regarder comme un Bulgare cette semaine. Puis, tu sais, moi, je suis tellement bizarre. Tu sais, moi, je fonctionne par modélisation. Tu sais, un exemple, quelqu'un va m'influencer beaucoup. Puis là, tu sais, je vais apprendre tout ce que je peux apprendre de cette personne-là ou sur ce système-là, whatever. Je m'étais fait un T-shirt blanc, puis j'avais imprimé Bulgaria dans le dos, puis je m'entraînais avec ça, tu sais. À un moment donné, même chose pour Russia, puis tout ça. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais revenu à l'haltérophilie il y a une couple d'années, puis c'est Klokov était la fête populaire à ces choses-là. Fait que j'avais acheté le gilet Klokov, puis je marchais comme Klokov. C'est comme si c'était un cheval, là. Puis je faisais pas exprès, tu sais. Quand je vais en France, je parle avec un accent français avec les filles dans l'avion. Je me trouve drôle. Là. Tu t'ancres de la personne. Exact. Tu t'adaptes beaucoup à l'autre. Un maker, exactement. C'est pour le développement personnel, ça m'a limité beaucoup en tant que développement. Oui, peut-être pour ton entraînement, mais en même temps, ça t'a permis de tester tellement d'affaires que tu as la science, mais tu as aussi le côté bro science, puisque tu étais dans le gym, tu as essayé ces techniques-là. On s'en parlait avant le podcast. Je pense que c'est des choses qui manquent beaucoup. On a plein de coachs de nos jours, ou personnes qui se vendent comme coach, surtout des coachs en ligne, puis qui n'ont pas mis aucun temps sur le terrain. Ils n'ont pas appliqué. Non, même ils vont faire plein de formations, puis ils peuvent te citer toute l'insertion, l'origine, la fonction de chaque groupe musculaire. Ils vont t'ensevelir de connaissances théoriques, mais en réalité, c'est comme quelqu'un qui est vierge, mais qui a vu tous les films de cul qui existent, tu comprends? C'est peut-être pas la personne que... J'avais pas pensé à celle-là. C'est-tu lui que je veux me donner des conseils, comment satisfaire une fille, tu comprends? C'est-tu avec lui que je veux coucher? Probablement pas. Ça va être bizarre un peu. Mais non, c'est ça. C'est un peu la grosse faiblesse dans le domaine que je trouve, c'est que le monde ne prenne pas le temps de se développer pour une vue expérience, de faire des erreurs, de faire des réussites, parce que j'en ai fait plein d'erreurs là, sur moi, sur des clients, puis je pense qu'on a tous passé par là. C'est même qu'on grandit, puis c'est même qu'on se développe. Là. Exact. Mais c'est un des côtés négatifs de la quantité d'informations qui est disponible. Tout le monde peut se prétendre expert en une fin de semaine. Tu peux aller chercher le langage, tu peux aller chercher... Surtout que tu regardes ce qui est populaire sur Internet présentement, c'est la sursimplification des idées. Tout ce que ça prend pour perdre du gras, c'est un déficit calorique. Toutes les répétitions, toutes les ranges de répétitions sont équivalentes si tu vas à l'échec. Fais cet exercice-là pour tes fesses. C'est ça, exactement. C'est le meilleur exercice pour les fesses pour tout le monde. C'est que dans le fond, puis ça pogne. Pourquoi? Parce que tu enlèves le besoin de réfléchir, de penser, de vraiment comprendre le corps humain. On a tous vu, je pense, le meme qui est populaire. Quelqu'un qui dit, mettons, moi, je comprends le métabolisme, puis tu vois, ce supplément-là va améliorer ton métabolisme. Puis il montre une image de tous les liens biochimiques du métabolisme. Quelle partie ça améliore? Puis c'est une matrice qui est plus compliquée qu'une carte mère d'un ordinateur, tu comprends? C'est quelle partie? Le corps humain est crissement plus complexe que in-out. In-out, ça fonctionne pour un robot, pour une machine, mais le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Là. Il y a plein de self-regulation, ces choses-là. Regarde juste, mais même pour le déficit calorique, les hormones ont un impact sur ta balance calorique. Même si c'est vrai que la balance calorique, c'est ce qui est le plus important. Prends un exemple, l'insuline. Si ton insuline est élevée, c'est démontré que ton métabolisme ralentit. Parce que c'est une hormone qui place ton corps dans une situation que tu veux accumuler. Donc, oui,
c'est encore le déficit calorique qui est important, mais la surproduction d'insuline va ralentir ton métabolisme. Donc, ça affecte l'équation, tu comprends? Puis ça, c'est juste une des variables. Il y en a des centaines comme ça. Puis tu vas me faire croire que ça, c'est juste le déficit calorique. Tu sais, quand je donne une présentation sur la diète, je mets un meme que je trouve le fun. C'est un chauffeur de NASCAR. Puis il est dans son auto en train de parler avec un micro avec son chef de pit, son pit chief, son crew chief. Puis il dit, OK, là, qu'est-ce que je fais pour aller plus vite? Le crew chief, il dit, pèse sa pédale de gaz dans le fond. Il dit, OK, ouais, check, j'ai pesé sa pédale dans le fond. Comment je fais pour aller plus vite? Es-tu sûr que tu pèses sa pédale dans le fond? Il dit, Rad, ça fait 20 ans que je chauffe un char, je suis pas mal sûr que je sais comment une pédale, ça fonctionne. Il dit, OK, mais Rad, essaye encore juste pour voir, de peser encore dans le fond. Il dit, mais Rad, y a-tu d'autres choses que je peux faire? On peut-tu régler le moteur? On peut changer le différentiel? Changer l'essence? Changer l'essence, changer les pneus? Il dit, non, toutes les études ont démontré que toutes ces variables-là sont insignifiantes comparativement à juste peser sa pédale dans le front. C'est ça le monde aujourd'hui. Vu que le déficit calorique, c'est la variable la plus importante, mais ils se disent c'est la seule qui est importante. Alors qu'il y en a plein d'autres qui jouent des petits rôles. Hormonal. Exact, plein de choses. Puis pour une personne, psychologique aussi. La quantité d'importance d'un exemple, un rôle hormonal peut être bien plus importante que le déficit calorique à ce moment-là. Oui, puis même, je te dirais, au point de vue neurotransmetteur aussi. Les aliments. On ça taper dans le cerveau. Tu vas avoir un impact au niveau des différents neurotransmetteurs selon le type alimentaire. Combien de personnes que tu as vues qui disent hey, j'ai commencé à faire du jeûne intermittent, man. J'ai donc bien de l'énergie. Ça me surprend. Je mange pas, puis j'ai du gaz, man. Pourquoi est-ce que tu aurais du gaz quand tu donnes pas de gaz à ton corps? Tu pensais à ça? C'est parce que ton corps réagit en surproduisant du cortisol, parce que tu as besoin de mobiliser des réserves énergétiques, puis ça te réveille. Le cortisol est lui-même un activateur, mais en plus, il va augmenter le niveau d'adrénaline dans le cerveau en augmentant la conversion de noradrénaline à l'adrénaline. Fait que oui, ça te donne l'énergie, mais tu veux-tu vraiment rouler sur le NOS avec ton char tout le temps? Tu vas péter ton moteur, tu comprends? Fait que, ça, c'est juste un exemple. Une diète keto, certaines personnes vont super bien filer. Ça, on en a parlé ce matin. OK. Certaines personnes vont super bien filer. Oui, puis d'autres personnes. D'autres vont pas bien filer. Un exemple, parce que la diète keto, entre autres choses, ça va augmenter le GABA, ça va baisser le glutamate. Donc, quelqu'un qui a beaucoup des sautes d'humeur, d'anxiété sociale, le keto peut l'aider parce que probablement que le glutamate est trop élevé, donc son intensité émotionnelle est trop élevée, puis le GABA est trop faible, pas capable de contrôler ses émotions. Les corps cétoniques vont augmenter l'activité de l'enzyme qui convertit le glutamate en GABA. Donc, le GABA va monter, le glutamate baisse, donc tu es plus équilibré, tu es plus zen. Mais à l'opposé, quelqu'un qui n'a pas ce problème-là, puis qui a un niveau de sérotonine qui est faible à la base, la diète de keto va aussi baisser la sérotonine. Lui, il va avoir le problème opposé. Il va devenir anxieux, dort pas, puis il va avoir besoin de carbs. Exact. Tu sais, c'est que oui, déficit calorique strictement si tu regardes la perte de poids, mais tu sais, si tu feel like shit, tu seras pas capable de tenir ta diète longtemps. Ou si oui, tu n'auras plus ben d'amis. Non. Fait que tu sais, si tu peux optimiser ton cerveau, comment tu files, comment tu te sens, ben, tu as bien plus de chances de toffer à diète au long terme. Ça, je dis ça à tous mes clients. Celui qui va avoir la meilleure transformation physique, c'est pas celui qui perd le plus de poids rapidement. C'est celui qui perd du gras le plus lentement, puis idéalement, sans avoir à faire prendre des mesures qui ne sont pas soutenables au long terme. Tu regardes un exemple à l'opposé, diète végane. Il y a une étude qui a été faite, 84% du monde qui sont véganes ne seront plus véganes dans 4 ans. 4 ans? Oui. Okay. Et dans la majorité des cas, c'est dû à des problèmes de santé. C'est pas soutenable à long terme. Avec ou sans supplémentation. Là. La supplémentation va changer. Des cheveux, des dents. Dépression. Parce que dans le fond, tu n'as plus de vitamine B. Fait que tout le cycle de méthylation est affecté. Beaucoup de neurotransmetteurs sont affectés. Fait que c'est dépression. Puis aussi, juste manger vegan, c'est dépression. C'est pas super le fun. Mais tu manque de créatine, manque de beurre. Acide aminé. C'est beaucoup d'acide aminé que tu n'as pas. Acide aminé essentiel. Oui, tu peux avoir toutes les protéines et les protéines végétales, mais pour avoir l'ensemble des acides aminés, il faut vraiment que tu fasses des combinaisons alimentaires pas faciles. Ben, si tu ne prends pas en supplémentation, tu peux pas. Très, très difficile. C'est rare qu'ils vont le faire. Il y en a qui vont le prendre en supplémentation, mais c'est rare qu'ils vont jusque-là. Surtout les véganes éthiques. Tu sais, les véganes éthiques, là, sont contre les suppléments la plupart du temps. Fait que si tu pourrais être végane, prends au moins un supplément de vitamine B. Idéalement, un supplément d'oméga 3. Parce que l'huile de lin, graines de lin, il faut qu'elle soit transformée. Donc, c'est pas super efficace. Faut que l'huile de poisson est beaucoup mieux. Créatine, supplément de créatine et certains acides aminés. Tu comprends? Probablement une protéine whey. Mais encore là, c'est un produit animal. Tu comprends? Mais tu sais, il y aurait moyen de faire de quoi si tu es ouvert à ces solutions-là. Puis, on va faire un petit wrap-up. Pas un wrap-up, un suivi. Là, dans le fond, tu es arrivé de Saint-Louis.
T'es venu ici, puis comme là, t'as développé quoi quand t'es revenu? Là, tu t'es marié? Ouais. Puis là, côté business, tu continues à écrire des livres? J'ai continué à écrire des livres. Après ça, j'ai eu des bureaux au Maximum, que j'ai encore des bureaux au Maximum. Au Maximum, tu formes les coachs là-bas, c'est ça? Mais là, j'entraîne aussi. OK. J'ai 3 jours par semaine. OK. Pour plusieurs raisons. Première raison d'honnêteté intellectuelle. Encore là, j'ai jamais arrêté de coacher parce que je faisais du coaching en ligne, puis je faisais aussi des consultations. Un exemple, un athlète vient me voir, dit que je vais améliorer mon arraché en CrossFit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on faisait une couple de séances ensemble, ça, j'ai jamais arrêté de faire ça. Puis j'entraînais des athlètes en ligne, des bobsleigh, sprint, joueurs de rugby, ces choses-là. Mais tu peux pas, ça c'est moi, là. Tu peux pas dire que tu es un coach, encore moins un expert de coaching, si tu ne coaches pas. C'est ça qu'on disait en début. Exact. C'est en appliquant quand tu prends surtout que ça change à tous les mois, il y a des nouvelles recherches, des nouvelles techniques. Oui, mais aussi des essais-erreurs. Des fois, on s'est trompé. Là, comme moi, je me suis déjà trompé. C'est déjà trompé. Puis c'est le même que tu deviens un coach. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a bien des choses qui sont illogiques, mais qui fonctionnent. Ouais. Si tu regardes ça, là, puis normalement, selon la science, c'est pas supposé marcher. Mais tu l'essayes, puis baptême, ça marche. Puis tu as d'autres choses, regarde, ça respecte tout ce que la science nous dit, puis ça marche pas. Donne-nous un exemple, Chris, ces deux. Un exemple, faire du speed work en état de fatigue. Mettons un exemple. Contre-intuitif. Ouais, mettons un exemple. Quand je parle de speed work, je parle pas nécessairement de pliométrie. Je vais parler d'un exemple du dynamic effort de Westside Barbell. Donc, faire un bench explosif, un squat explosif, ces choses. Des chaînes. C'est ça. Ou même pas de poids. Honnêtement, les bands et les chaînes, la majorité du monde ne devrait pas utiliser ça parce qu'ils sont juste déjà lents en partant. Fait que ça va juste ralentir ton mouvement. T'es mieux d'enlever ça puis d'aller chercher la vitesse. Mais juste le VBT. Puis, exact. Je suis un gros fan de VBT. Ouais, nous autres aussi. Bon, mais ce qui arrive, c'est que souvent, maintenant, tu prends quelqu'un qui est bien explosif. OK? Puis tu fais commencer par du dynamic effort. Il est tellement explosif, tellement twitchy, qu'il va causer une énorme accélération au début du mouvement, qui fait que juste rendu là, il faut qu'il décélère, tu comprends? Fait que l'ensemble du mouvement est en décélération et la vélocité moyenne va être en fait plus faible. Il va prendre un pic plus rapide à cause du burst initial, mais il apprend à décélérer alors dans la phase qu'il devrait apprendre à accélérer. OK? Donc, si tu crées une certaine fatigue avant de faire ton explosion, il est comme plus capable d'exploser autant initialement, mais il va accélérer pendant plus longtemps. Fait que tu développes le motor skills d'accélérer. OK? Autre chose, OK? Faire de l'isométrie longue durée en étirement. OK, loaded stretching. OK, loaded stretching est une des meilleures méthodes pour développer l'explosivité et les fast twitch fibers. Pourtant, c'est illogique. Regarde le système. OK, t'es sous tension pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Sous tension, sans mouvement. Donc, tu n'as pas de vélocité de créer. Puis c'est une très, très longue durée. Donc, instinctivement, tu te dis, ça va être les slow twitch fibers qui vont travailler. Pourtant, ça te rend plus explosif. Puis ça va surtout travailler les fast twitch fibers. Pourquoi? Adaptation du fascia puis le ligamentaire? Ça peut être, au niveau ligamentaire, beaucoup. Mais aussi, puis le fascia aussi. Mais ce qui va arriver aussi, c'est qu'au point de vue recrutement moteur, ça va comme reprogrammer ton corps à utiliser les fast twitch, même si c'est une zone slow twitch. Je t'explique pourquoi. C'est parce que quand il y a deux choses qui vont empêcher le sang de pénétrer dans le muscle. L'étirement et la contraction musculaire. Les deux viennent compresser tes capillaires sanguins. Le sang ne peut pas entrer, donc ne peut pas amener de l'oxygène au muscle. Fait que là, tu es toujours dans une situation d'hypoxie. Donc, les fibres musculaires lentes qui fonctionnent avec de l'oxygène ne peuvent pas être utilisés. Tu es obligé par défaut d'utiliser fast twitch fibers. Puis ça, je me suis rendu. On a une formation en temps réel. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé instinctivement, dans le sens qu'en faisant du loaded stretching, j'ai vu que ça améliorait l'explosivité. Et aussi, ça va sans voir la science. Non, sans la voir. Parce que c'était contre-intuitif. Je comprenais pas pourquoi. Toi, au début, tu l'utilisais pour l'hypertrophie puis pour la mobilité. Beaucoup. Mais tu sais, c'est aussi, ça va créer une hypertrophie du tendon. Si ton tendon est plus épais, il est plus rigide, il stocke plus d'énergie potentielle, donc il est plus explosif. C'est plus tard, j'ai lu une étude, puis c'était pas sur le loaded stretching, c'est sur l'occlusion sanguine. C'est blood occlusion training. Le blood flow restriction. Exact. Mais il l'avait fait sur des sprints. Fait que ils ont fait des sprints avec blood occlusion, puis des sprints pas de blood occlusion. Donc, 90% de ton effort en vitesse max, pas d'occlusion, versus 60-70% de ta vitesse max avec occlusion. Après 6 semaines, ils ont vu les mêmes gains en vitesse. Ce qui ne devrait pas être le cas, parce que le sprint, on s'entend que c'est hautement neurologique. Donc, il faut que tu sois dans la zone du 90% pour avoir une grosse augmentation. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est justement leur théorie, c'est ça, c'est que l'occlusion forçait le corps à utiliser les fast twitch fibers, même si le niveau d'intensité aurait plus pris les fibres intermédiaires et les fibres musculaires. Fait que, tu sais, c'est une chose que tu dis, on va faire du loaded stretching
pour bâtir ton explosivité. Hey, c'est pas logique, pourtant, ça fonctionne. Faire de l'explosion en fin de séance, souvent, ça fonctionne. Tu sais, c'est des choses comme ça. C'est sûr qu'en plus, intuitivement, tu vas vouloir faire l'explosion en début parce que ton système nerveux est bien plus efficace. Exact. Mais tu sais, puis la plupart du temps, c'est là que je le fais. Ouais. Mais il y a des raisons que tu peux, ou des cas où tu peux le mettre là. C'est du cas par cas rendu Mais là. si tu vas dire, je peux pas faire ça parce que la science me dit non, ben, tu vas manquer le bateau un peu. Mais de l'autre côté aussi, là, ça c'est une chose que j'ai changé beaucoup mon opinion là-dessus. Je n'utilise plus le dynamic effort avec des barres parce que le barbell speed est juste pas assez vite pour se transférer sur des mouvements explosifs. Ben, c'est ça que je voulais te demander tantôt. Si on aurait repris le même exemple que tu donnais, où ce que, oui, tu es super explosif dans le end range, puis quand tu arrives, tu n'as pas le choix, tu commences déjà à décélérer aussitôt que la barre a quitté le chest. Mettons, tu lances un ballon. Ouais, ça c'est mieux. Là, tu n'as plus. Exact. Ben, c'est ça. Ah, oui. Okay. Mais ça, c'est différent parce que là, c'est pour ça que moi, j'aime les projections. Ouais, ben oui. Les sauts avec charge, les mouvements d'haltérophilie. Tu as un concentrique d'accélération complet. Exact. Tu as un release point qui n'a pas de choc balistique à la fin. Mais dans le fond, Chris, c'est deux méthodes d'entraînement complètement différentes. Carrément. Un, t'exploses, mais tu freines. L'autre, tu projettes, puis t'es vraiment en concentrique d'accélération complet. Mais tu sais, le dynamic effort, puis ça a été popularisé par Westside Barbell. Puis vu que c'est comme le gym le plus fort du monde, ce qui n'est pas nécessairement le cas, ils ont eu une grosse réputation. Là, ben, tu sais, le monde ne questionne pas. Puis ne questionne pas ça, tu comprends? Mais tu sais, moi, puis Jim Wendler est d'accord avec moi, ça me t'a parlé là-dessus. C'est Jim, il avait arrêté de faire du speed bench quand il était à Westside parce qu'il trouvait que ça n'améliorait pas pantoute son bench. Puis le point... non! Non, puis je suis 100% d'accord avec ça, c'est que le barbell speed avec un light barbell ne se transfère pas sur un barbell speed avec un heavy barbell. OK? C'est deux... Même si on lançait là-bas? Mais c'est pas la même chose. Mais non, c'est ça, le speed work, OK, on va backtracker, on va revenir à ça tantôt. Ouais. Le mode de contraction, ou le recruitment pattern, dans un mouvement explosif, et dans un ou à haute vélocité, et dans un mouvement à basse vélocité mais haute tension, est complètement différent. OK? À haute vélocité, c'est un recrutement qui est triphasique. Donc, là, c'est peut-être que je n'ai pas mon graphique pour le montrer, fait que je vais essayer d'être descriptif. Là. Dans le fond, puis là, on considère que tout ce que je vais vous dire là, ça se passe en millisecondes. Okay? Bon. Initialement, ce que tu vas avoir, ça va être un burst d'activation des agonistes et synergistes. Donc, les prime movers vont être activés avec une relaxation des antagonistes. Quand tu veux être explosif. Tu veux être relâché. Là. Exact. Donc, tu relâches. Pourquoi? Parce que ton corps met davantage d'emphase sur l'accélération versus la stabilité. Tu sais, à chaque fois que tu fais une action musculaire, ton corps négocie avec lui-même. Est-ce que l'accélération et la vélocité est plus importante que la stabilité? Okay? Et dans le cas d'un mouvement explosif, tu mets l'accent sur l'accélération. La stabilité n'est pas importante, donc tu n'as pas de co-contraction. Ou le moins de co-contraction possible pour te permettre d'accélérer. Plus c'est efficace, moins qu'il y en a. Exact. Absolument, exact. Puis ce qui va arriver, tu vas avoir une deuxième phase, encore là, millisecondes, où tu as une activation de l'antagoniste ou des antagonistes et une relaxation relative des agonistes pour créer une stabilité une fois que la vélocité initiale a été créée. Ouais. Exact. Et tu vas avoir une troisième phase où tu vas avoir une deuxième burst d'activation des agonistes et synergistes et une deuxième relaxation des antagonistes. Égal, ça prend des millisecondes, tu comprends? Et c'est ça qui permet d'atteindre une vélocité maximale. Quand tu regardes ce qui se passe dans une contraction lente et à haute tension, c'est une phase. C'est monophasique. Tu as une activation constante des agonistes et synergistes et un background contraction, une co-contraction de fond des antagonistes. Parce qu'à ce moment-là, la stabilité articulaire est plus importante que l'accélération du mouvement. Donc, c'est deux motor skills complètement différents. Donc, c'est pas parce que tu es bon dans un que tu vas être bon dans l'autre. Okay? Donc, c'est pour ça qu'un exemple que faire de la force, même faire le dynamic effort de Westside Barbell, pour moi, c'est de la force. C'est de la force un peu moins lent, mais c'est de la force. Ça n'aura pas de transfert à l'explosion parce que c'est pas assez vite. Tu n'es pas dans le bon pattern. Tu vas être à quoi? 0.75, 0.8 mètres par seconde à peu près. C'est peut-être 1 mètre par seconde si tu es vraiment bon, là. Mais tu sais, ça ne se compare pas à la pliométrie, ça ne se compare pas au sprint, tu comprends? Tu n'es même pas proche. Là. Fait que tu n'auras pas un transfert positif. Ça ne se transférera même pas au heavy lift. Parce que la barbell est too light, c'est trop léger, tu n'as pas les mêmes rétro-feedback, tu n'as pas le même recueillement des unités motrices, tu n'as pas la même régulation temporelle. Tandis que ce qu'il faut que tu fasses, si tu veux être explosif avec des barres lourdes, il faut que tu travailles ton explosivité avec des barres lourdes. Ça va être plus du Compensatory Acceleration Training de Fred Hatfield, du 80%, avec l'intention d'accélérer pour 2-3 reps. Ouais. Du power. C'est ça. C'est pas super fast, mais c'est dans le bon range pour se transférer au heavy work. Fait qu'en bas de 70%,
Tu trouves qu'il n'y a pas de... Entre 50 et 70%, il n'y a littéralement aucun but. OK. Mais comment ça qu'ils s'améliorent de même d'abord? C'est parce que Westside Barbell, OK, le seul moment qu'ils font le vrai lift de compétition, c'est quand ils font le speed work. Le max effort work, c'est jamais sur le mouvement de compétition. Ils vont faire un incline au bleu du bench. Un incline, un close grip, un floor press. Fait qu'il y a des transferts de ces lifts-là sur le bench. Fait qu'ils ne pratiquent pas leur technique. Ah ouais. Tu comprends? Okay. Fait qu'ils ont besoin de pratiquer leur technique si tu veux être bon. Quand ils font leur speed work, c'est le seul moment où ils font le vrai bench press puis le vrai squat. Okay. Fait que c'est là qu'ils font leur technique work. Fait que, honnêtement, ils pourraient faire 80% pour 5 séries de 3, focusant sur la technique, puis il y aurait les mêmes gains probablement mieux. Si on suit la logique. Exact. C'est plus... C'est une façon de déloader et d'aller travailler de la technique, dans le fond. C'est carrément ça. C'est pour ça que ça marche, en guillemets. C'est pas parce que c'est pas assez explosif pour avoir un transfert. Puis ça me fait rire parce que, tu sais, puis là, je veux pas parler en mal de Louis, qui est un génie, puis qui a vraiment donné beaucoup de bons outils. Mais, tu sais, il dit, j'ai pris ça des Russes. Brad, c'est parce que tu regardes Westside, puis tu regardes comment que les haltérophiles russes s'entraînent. C'est l'opposé complètement. Tu sais, les haltérophiles russes, c'est du 80%, c'est du 75%, c'est du 85%, puis ils font du volume là-dedans, puis ils changent jamais leurs exercices, ou quasiment pas, tu sais. Un peu plus que les Bulgares, mais pas tant que ça, tu comprends? Puis tu regardes, à la limite, tu regardes un programme de powerlifting russe, comme par Boris Sheiko. Boris Sheiko, qui était coach national russe, puis c'est une périodisation basée sur ce que les haltérophiles faisaient appliqué au powerlifting. Il a entraîné plusieurs champions du monde. Tu fais les 3 competitive lifts, 5 jours par semaine. Tu n'as presque pas de mouvement d'assistance. C'est du 80-85%. C'est du volume à côté pendant 80%. C'est l'opposé total de Westside Barbell. Tu comprends? C'est vraiment juste, ça fonctionne à cause que c'est leur pratique technique. Puis vraiment intéressant. J'avais jamais compris ça comme ça. Parce qu'effectivement, ça fait du sens aussi. La plupart puis tu le fais dans tes programmes, tu sais, le Paradise Bodybuilding, le Paradise Powerlifting, ce monde-là, c'est souvent comme hey, on s'en va s'entraîner aujourd'hui, on met du poids lourd, on lève. Louis Simmons a ajouté un peu de sens là-dedans. Puis là, moi, de ce que je comprends, de ce que tu dis, dans le fond, c'est que le bandwork, les chaînes, tous les mouvements d'assistance, dans le fond, ça leur donne des off-days, mais ils continuent de travailler sur les mouvements techniques. Et, ils pallient peut-être des... C'est que ça underload la partie plus dangereuse du mouvement. Ouais. Tu sais, c'est quand le muscle est lengthen, c'est là que tu as le plus de danger potentiel, puis c'est ça qui augmente le besoin de récupération le plus. Fait que, tu sais, les chaînes, surtout, vont underloader ça. Les bands, du moins, parce que tu as une accélération excentrique qui va compenser pour ça. Mais, tu sais, il y a aussi le fait que ce qui est bien avec Westside, puis honnêtement, ce qui est bien avec toutes les méthodes qui fonctionnent, puis c'est ce que le monde ne font pas, c'est d'avoir un système de progression. Il faut que tu utilises un système de progression. I don't care what it is, mais tu es obligé d'avoir une progression. Pas nécessairement, idéalement peut-être de chaque semaine en semaine, mais certainement à chaque 2 semaines ou à chaque bloc d'entraînement. Parce qu'à chaque fois que tu répètes le même stimulus, ton corps a moins besoin de s'adapter parce qu'il est déjà meilleur qu'il était. Ouais. Ben oui, c'est ça, il y a une petite adaptation. Fait que l'entraînement devient de moins en moins efficace. Fait que tu sais, c'est quoi les façons de progresser? Ben, tu as le good old progressive overload. Tu peux essayer d'augmenter la charge. Linéaire, tu peux augmenter la charge. Tu peux augmenter le nombre de répétitions avec le même poids. L'homme de série vers le volume, exactement. C'est toutes des méthodes qui fonctionnent, mais applique-en une. Puis Westside, même si c'est plus, je veux dire, organique, dans le sens que c'est toujours de battre le record, au moins, tu as une recherche de progression. C'est pour ça que ça fonctionne. Puis à l'autre bout du continuum, tu aurais, exemple, le CrossFit qui font des changements pratiquement à chaque workout, tout ce que tu n'as jamais de continuité, du moins dans le CrossFit traditionnel. Là, maintenant, il y a un peu plus d'organisation. Un petit peu. Puis le gros problème de ça, c'est que c'est plus une question de pyramide. Techniquement, moi, je pourrais faire fonctionner ce style d'entraînement-là, puis vous autres aussi probablement, si tu es capable de quantifier le niveau de stress d'une séance. Es-tu un exemple que si tu fais un WOD X, ben, tu as telle demande musculaire, telle demande neurologique, ces choses-là. Fait que tu es capable. Il faudra avoir un système pour le calculer. Oui, exactement. C'est quand même pas évident. C'est pas évident. Mais tu sais, ce qui est le plus difficile avec CrossFit, c'est qu'un exemple, ça se peut que pendant une semaine, tes workouts soient là. Après ça, les semaines suivantes sont là. Pas parce que tu fais ça volontairement, c'est parce que juste ça donne que les WOD que tu as planifiés sont juste moins stressants. Fait que là, tu n'as pas de progression autant parce que le niveau de stress est plus bas. Alors, il va peut-être monter trop haut, là, tu n'es pas capable de t'adapter. C'est ça qui est un petit peu plus difficile à avoir. Je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est pas nécessairement tout le temps le côté technique, mais qu'il y a beaucoup de blessures en CrossFit. Je pense que justement, le stress, des fois, il est trop élevé pour qu'est-ce que l'athlète est capable de prendre. La grosse raison, c'est qui là? Je ne me rappelle plus du nom de la personne, c'est un expert, je pense qu'il est australien.
En tout cas, il y a des études comme quoi, puis il avait étudié, lui, c'est la variance de charge d'entraînement sur l'impact en blessure. Puis ce qu'il remarquait, c'est que si ton niveau de difficulté ou niveau de stress d'une séance à l'autre augmente de plus que 10 %, le risque de blessure est beaucoup plus grand. Et ça, c'est la même chose pour un bloc. Si un bloc est plus que 10 % plus tough, le risque de blessure augmente de façon exponentielle. Donc, il faut que tu aies une augmentation qui est très, très graduelle. C'est sûr que si tu passes de là à là, le risque est très grand. Est très grand. Tu sais, moi, j'entraîne un gars de CrossFit, puis honnêtement, la majorité des choses qu'on fait, c'est du regular strength training. Ça entraîne presque comme un haltérophile, mais il va faire du conditioning work. Présentement, son conditioning work n'inclut pas de skill work. C'est des mouvements simples, comme du rowing, comme de la course. Pour faire monter ses valeurs. Exactement. Ben oui, on veut juste augmenter les capacités physiques, pas nécessairement l'appliquer à des skills. Éventuellement, plus près de la compétition, tu peux le faire. C'est ça la périodisation. Tu passes de général à spécifique, ça devrait être ça. Sauf que si c'est un box de CrossFit, tu peux pas vendre ce concept-là. Eux autres sont là pour avoir les workouts, le fun, puis tout ça. T'sais, ils veulent pas faire juste un 1000 mètres de... Puis let's go, on crie, puis on pousse. Ce qu'il faut faire, c'est drôle parce que c'est un gars de CrossFit de bon niveau quand même. Là, je mettais son conditioning cette semaine, c'était un Ledvinov complexe. J'avais mis 75% au front squat, max reps. C'est almost to failure. Après ça, tout de suite, après, 400 mètres, gaz dans le fond. Quand tu vas jusqu'à failure ou tu fais comme un en réserve? Un en réserve. Ouais. Tu le sais que le prochain, tu l'auras pas. Oh, okay. Puis après ça, tout de suite après, 400 mètres, full sprint. Puis il fait ça 3 fois. À la course, là. À la course, sprint, all out. 3 fois. Hey, je fais juste ça. Dis, dude, va le faire. Ouais, c'est ça, tu en parleras après. Dis, man, c'était donc bien fucking dur. Dis, mais regarde ce que tu fais jeudi. Jeudi, c'est la même affaire, mais 1 km de course et non 400 mètres. Mais tu sais, c'est super basique. Tu as un mouvement de force pour créer. La seule raison que je mets le front squat, il y a 2 raisons. C'est parce que sa mécanique de front squat est mauvaise. Donc, je veux beaucoup de fréquence de front squat. Tu fais du front squat tous les jours. Puis, son PR a déjà monté de 40 livres en 2 semaines. Ça n'a comme pas de sens. Là. Mais lui, c'est vraiment postural. Fait qu'il faut vraiment qu'on fait des drills, des longues pauses dans le fond, puis ces choses-là. Puis après ça, je voulais le forcer à faire des sprints ou de la course avec beaucoup de l'acide lactique, de lactate dans les jambes. Parce que dans les WOD, il va avoir ça. Mais je ne veux pas utiliser des mouvements de skill pour faire ça. Parce que je ne veux pas risquer de blessure. Puis quand on va être, mettons, à 1 mois, 2 mois de compétition. C'est ça, exactement. C'est quoi la valeur que tu utilises en périodisation? Exemple, un training justement avec un athlète comme tu parlais tantôt qui est plus justement dans l'explosion. Ouais. Puis versus un athlète qui n'est pas dans le summum, évidemment, de l'endurance, mais qui est vraiment... Oui, exact. C'est quoi tes valeurs de périodisation, exemple, pour calculer le volume, l'intensité que tu vas utiliser pour déterminer comment tu progresses? Honnêtement, c'est que j'utilise plus du biofeedback. Là. Okay. Un exemple force de préhension, c'est le principal que j'utilise. Ouais, tu peux dire beaucoup de choses avec ça. Puis tu sais, un exemple, je vais prendre encore l'exemple d'athlète de CrossFit, puis aussi un sprinter que j'entraîne. Athlète de CrossFit, déjà, il y a une bonne force de préhension au cours de son sport, tu sais, dans le 140, 150 livres de pression. C'est quand même pas si pire que ça. Je sais pas si c'est le livre ou kilo, en tout cas. Je sais pas si tu savais, tu as parlé de préhension, mais en 2000, c'était 120 livres la moyenne chez les hommes. Ouais. En 2020, c'est rendu 100 livres. Non, c'est triste, hein? Ça va avec la baisse de testostérone aussi. Ouais. Mais mais les gens font plus rien que leur. Non plus. Mais c'est ça. Fait que lui, dans le fond, je regarde les valeurs, puis je vais planifier le volume selon les variables que je vois. Fait que, j'ai mon plan de base, mais un exemple, c'est arrivé cette semaine que sa force de pression normale, c'est 138, 140 à peu près. Okay? Puis il m'arrive une journée, il se réveille, puis il dit, j'ai mal dormi, ma force de pression est à 149. Fait que là, ça me dit, hey, c'est quelqu'un qui regarderait juste la force de pression. Il dit, waouh, tu vas battre un record aujourd'hui, c'est le temps. Non, un peu. Tu as mal dormi, ta force de pression est à 149. C'est pourquoi être à 149? Cortisol dans le tapis. À côté. Tu es dans le système adrénergique, tu es en système sympathique à côté. Il ne faut pas que tu aies pesant, tu vas te blesser. Puisqu'on a fait l'erreur une fois dans le passé, puis c'était blessé. Hey, wow, tu es en forme, on va aller le pesant, péter le coup. Puis là, quand tu combines ces 2 biofeedbacks-là, tu sais, okay, aujourd'hui, technique work, low volume. Parce qu'il faut revenir. Il fait 2-3 jours, puis aujourd'hui, finalement, il dit, j'ai bien dormi, je suis revenu à 139. Okay. Là, on est prêt pour la prochaine semaine. Le sprinter, c'est la même chose. Mais tu sais, lui, il a eu, je en ai parlé, on a fait un bloc de 2 semaines. Avec lui, je fonctionne en bloc de 1 ou 2 semaines.
un, c'est des machines d'adaptation, les sprinters. Puis deuxièmement, à cause de la façon que la saison de sprint est faite, il y a une compétition quasiment à chaque 4 semaines. Fait que c'est littéralement genre des... C'est comme tu fais des... Ton méso, c'est une semaine. C'est un ça. micro pour aller. Tu combines ça dans un... Fait que, mettons, comme là, son prochain bloc qui commence lundi, on a une semaine de force vitesse, une semaine de vitesse-force. Mais toujours en complexe. J'utilise beaucoup les complexes. Puis, tu sais, dans le dernier bloc, on avait ce que je disais, du eccentric overload. Donc, avec les weight releasers, descendre 120%. Puis là, j'ai dit, là, regarde, ta performance à la track va être moins bonne. Panique pas. Sur un texto, il dit, Chris, ça fait 10 jours, ça fait 5 jours, je performe comme de la merde, je cours moins vite que je courais l'année passée, et je pense que je vais retarder mes compétences. Non, ça va revenir. Là, j'envoie un graphique. Oui, j'envoie un graphique. Voici l'impact de l'excentrique sur la récupération. Ça prend 10 jours après un excentrique maximum de revenir au baseline. Même si tu files pas sore, même rien, ça prend 10 jours. OK? Puis comme de raison, 10 jours plus tard, hey Chris, je viens de battre mon record au hang power clean, puis je viens de battre mes scores sur le 30 mètres. I don't want to tell you I told you so, but I told you so, tu comprends? Mais tu sais, lui, c'est ça, sa force de préhension va baisser genre à 80. C'est un peu des fois le problème des athlètes, ils paniquent sur le moment présent. Exact. C'est dur d'être objectif. Ben oui, c'est ça. Surtout ces athlètes-là, où une fraction de seconde fait une différence. Mais tu sais, sa force de préhension est passée genre de 100 à 80, même s'il filait normal, tu comprends? L'air revenu normal. Fait que c'est une bonne variable que j'utilise pour ça. J'utilise le body weight, j'utilise le rythme cardiaque. Le body weight. Quelqu'un qui baisse de poids, là, vraiment rapide, là, tu te poses des questions. Ou gagne de poids rapide. Les deux peuvent. Un exemple, évidemment, on parle d'un athlète qui est. Son trend, il est à maintenance. Tu comprends? C'est que son poids ne fluctue pas. On n'essaie pas de perdre du poids, on n'essaie pas de gagner du poids. Depuis une couple de semaines, mettons. En composition, là. C'est ça. Mettons, depuis une couple de semaines, tu es à 200. Tu te réveilles une journée, tu es soudainement à 196. Il y a de quoi qui ne marche pas, tu sais. Puis ce que j'ai remarqué, parce que je demande aussi sur une échelle de Likert de 1 à 10, comment tu te sens de 1 à 10 aujourd'hui et ton évaluation personnelle de la qualité de ton entraînement de 1 à 10. Puis ce que je remarque, c'est que quand ils ont une baisse soudaine de body weight de 3 livres ou 4 livres, ils filent tout comme un 5. Souvent, ça va être une déshydratation, ça va être une perte d'électrolytes, puis ça va affecter le système nerveux, ça va affecter plein de choses. C'est le monde qui vont faire une diète keto, par exemple, qui file comme de la merde, c'est majoritairement... Manque d'électrolytes. C'est carrément manque d'électrolytes. C'est qu'on parlait. C'est ça, exactement. Mais la même chose peut arriver si juste que pour une raison X, tu as flushé plus, tu as flushé tous tes électrolytes. Wow, j'ai perdu 3 livres. T'es allé au spa avec ta blonde. Exact. Ça m'est déjà arrivé, ça. Entraînant Louisiane. Exact. C'est ça. Ah oui, juste comme ça, exactement. Puis même des fois, juste aller à une place différente, même si c'est pas plus chaud, juste parce que la composition minérale de l'eau que tu vas boire peut avoir un impact sur la rétention de minéral. Fait que ça, c'est un cue. Mais aussi de l'autre côté, je vais donner l'exemple de CrossFit. Son poids normal, c'est 200 livres. Puis là, après 2 journées de mauvais sommeil, puis que sa force de préhension est dans le tapis à 149, son body weight est rendu à 210. Puis il n'a pas mangé différemment, là. Rétention d'eau, cortisol. Le cortisol va augmenter les 2 hormones qui vont faire la rétention d'eau, aldostérone, vasopressine. Fait que tu sais, si tu fais une rétention... Il pourrait prendre ses pinces peut-être juste du ventre, puis vraiment qu'il aurait été un peu plus haut. Il aurait été plus haut. Ouais. Ben, en fait, lui, c'est dur parce qu'il est genre à 5% de gras à l'année. Là, genre, tu vois les fibres sur le serratus. C'est un peu... les variantes sont passées. Ça pince. Mais tu sais, quelqu'un qui, normalement, tu pincerais, là, puis oui, ça serait plus élevé, mais ça serait jiggly, ça serait plus mou. Je vais te donner un exemple. J'avais une fille de fitness que j'entraînais, une fille de figure, puis ses pinces baissaient pas. Pourtant, c'était low carbs, elle faisait 5 trainings par jour, elle faisait du cardio là-dedans, puis ça baissait pas. Puis là, je dis... Je savais qu'elle avait un bon niveau de stress quand même parce qu'elle était policière, elle travaillait ses chiffres, tout ça. Puis elle dit, pourquoi ça décolle pas? Pourquoi ça décolle pas? Puis à un moment donné, on va parler, on va discuter. Puis ça donne que à la maison, ça allait mal, conflit avec son chum. À job, genre stress sexuel. Après ça, sa maison a brûlé. Puis vu que ça progressait pas, elle avait commencé à faire du cardio à jeun, ça me le dit. Fait que là, OK, on va monter des carbs. On va couper 3 trainings on va couper à 3 trainings cette semaine, puis tu me coupes le cardio. Dans une semaine, elle a perdu 2,8% de gras. Elle n'a pas perdu 2,8% de gras, on s'entend. C'est juste qu'elle a flushé l'eau. Ce qu'on appelle le whoosh effect. On a tous vu ça. Tu te réveilles le matin et tu dis, Chris, on dirait que j'ai coté 10 livres. Mais c'est que là, tu as tout flushé ton eau. Ce qui arrive, c'est que au niveau cellulaire, au niveau des adipocytes, comment est-ce que tu stockes ton gras? C'est sous forme de triglycérides. Un squelette de glycérol avec 3 acides gras attachés.
C'est comme un genre de pitchfork, un genre de fourchette avec 3 acides gras. Quand tu mobilises le gras, tu enlèves les acides gras, tu les envoies dans la circulation pour que les mitochondries puissent les utiliser. Mais le squelette de glycérol demeure dans la cellule jusqu'à temps qu'il soit hydrolysé. Le glycérol, je saute à une autre chose, le glycérol est utilisé en endurance pour prévenir la déshydratation et en bodybuilding pour avoir l'air plus plein et plus vasculaire. Pourquoi? Parce que le glycérol est un expandeur plasmatique. Il attire l'eau vers lui et l'eau peut se brancher sur le glycérol. Fait qu'est-ce qui arrive si je suis dans une situation que là, j'ai perdu du gras, il y a plein de squelettes de glycérol dans mes cellules graisseuses, puis mon cortisol est à côté, je suis en mode rétention d'eau. L'eau, elle va aller où? Elle va aller où que le glycérol y est, elle va rentrer dans les cellules adipeuses. Fait que ça a l'air du gras. Parce que. C'est là la graisse fluide qu'on c'est ça. C'est de l'eau. Tu pinces, puis tu dis, Christy, c'est encore là. Ouais. Ben même si ça pince, ta pince, ça va bouger. Ouais, c'est ça. C'est comme si ta pince, c'est pas dense, c'est ça. C'est parce que c'est l'eau qui a remplacé le gras. Fait qu'une fois qu'on a réussi à baisser le cortisol, ça prend 2 jours, tu vas flusher l'eau. Whoosh effect. Wow, j'ai coté de 2 kilos. Non, t'as juste flushé l'eau. Exact. Mais c'est aussi le gros danger de monde qui sont en perte de gras puis qui sont des excessifs. Tu te regardes dans le miroir, là, puis tu dis « I want that gun and I want that gun yesterday ». Fait que là, tu coupes tous tes carbs, tu manges moins de calories qu'une supermodel, tu fais 2 heures de cardio tous les jours, puis tu fais des supersets, drop sets, whatever, tu comprends? Ben, c'est ça, des fois, avec le keto, j'ai des problèmes avec certaines personnes parce qu'ils vont flusher comme vraiment vite beaucoup de poids, mais c'est de l'eau. Ouais. C'est pas du gras, là. Mais aussi, ce qui va arriver, c'est que, tu sais, keto, souvent, ils font une fausse keto. Ouais. Tu sais, ils vont couper les carbs, mais ils montent pas les gras. Ou ils vont monter les protéines. Mais ça marche pas, là. Non, c'est pas ça. Il faut que tu aies une adaptation physiologique. Puis aussi, il faut que tu utilises les 2 premières semaines des électrolytes. Ah ouais. Sinon, tu fais comme la scrap. Quand j'ai fait ma diète carnivore, c'est ça. Tu loads dans l'électrolyte à côté. Là. À côté. Comment t'avais aimé ça, ta diète carnivore? J'ai adoré ça. T'sais, honnêtement, moi, puis je vais être honnête avec toi, puis moi, en tant que former petit gros, j'ai essayé toutes les diètes. Ah, mais j'ai déjà lu ça que t'avais pas mal essayé. Là. Tout essayé. Même vegan? J'ai presque tout essayé. Ouais, c'est ça, il était pas prêt mentalement. Là. J'ai déjà fait un repas vegan, ça s'est limité à ça. J'ai dit, non, finalement, ça. Non. Beyond Me. Mais non. Puis je peux te dire, honnêtement, que la diète keto, c'est ce qui m'a fait perdre du gras le plus vite. By far. Mais tu sais, oui, il y avait du gras, mais il y avait aussi beaucoup d'inflammation. C'est très, très anti-inflammatoire. Ah, c'est ça. Très anti-inflammatoire. Fait que j'ai flushé, tu sais, en 6 semaines, j'ai perdu 32 livres. Wow. Puis c'était vraiment là. Avec des kétones exogènes ou juste la diète? Juste diète. Juste carnivore. Okay. Je mangeais 3 repas de viande. Je mangeais all I can eat. Littéralement, je mangeais jusqu'à temps que j'avais plus qu'à manger à chaque fois. Okay. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est parce que une fois que j'ai atteint le niveau de cote que je voulais, je disais que là, je veux reprendre la masse musculaire. J'étais incapable de manger assez pour empêcher que mon poids drop. À un moment donné, même, j'avais acheté des Keto Bricks, qui sont une genre de brique qui a 1000 calories, majoritairement du gras et un peu de protéines. De quoi? Je crois pas du gras animal puis avec des protéines. Gras animal avec des protéines. C'est genre 80% gras, 20% protéines. Ben, c'est une genre de brique, c'est solide. C'est quand même pas si pire que ça. Pour vrai, ça goûte pas si pire. C'est-tu blanc? Il y en a plusieurs saveurs. Il y a une petite saveur, il y en a au chocolat, il y a le café. Je connaissais même pas ça. C'est ça. Tu as 1000 calories par brique. Je mangeais une brique par jour. Puis c'était à peine assez pour stabiliser mon poids. Tu continues à perdre? Ah oui, fait que je dirais, j'ai recommencé à introduire des carbs. Mais encore là, aujourd'hui, c'est majoritairement low carbs, sauf au taux d'entraînement. Fait que je vais me garder des carbs. Ça va varier des journées à l'autre, entre 50 et 100 grammes de carbs selon le muscle que j'entraîne. Puis ça tourne autour de quoi tes carbs que tu vas consommer? Quel type? Beaucoup. Ben, ça va être drôle. J'ai soit des fruits ou du sirop d'érable. En général, c'est les deux. Miel aussi. J'aime le miel aussi. C'est Paul Saladino qui aime bien le miel. Exact. Mais ça ressemble pas mal à ce que Paul fait, mais avec moins de fruits, parce que là je suis plus en diète de cote présentement. Mais lui, Paul, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est qu'il prend beaucoup de fruits dans le carnivore, mais lui, il reste au Costa Rica maintenant. Ouais, il n'y a pas les mêmes fruits que nous autres. Là. Exact. Ça fait une différence. Puis, mais tu sais, ça fait que normalement, comme un exemple aujourd'hui, j'ai fait un bon training de press. Fait que j'ai pris une demi-tasse de bleuet avec un genre de pot, si tu veux, de sirop d'érable.
Je prends ça de même, j'adore ça. Tu me parles en j'avais peut-être... Yannick, tantôt, il arrive ici, on parle de sirop d'érable. J'essaie d'avoir les carbs le plus naturels possible. Puis j'aime avoir les... Sinon, en starch, ton riz... Moi, je suis plus riz, là. Mais, tu sais, je suis pas opposé à ça, là, c'est juste que moi, regarde, je suis en diète, je veux quelque chose qui goûte bon. Fait que j'aime les bleuets. En plus, c'est bon, c'est cardioprotectif. C'est parfait. Polyphénol. Il n'y a pas meilleur fruit qu'un bleuet. Puis en plus, les bleuets, ces temps-ci, sont vraiment bons. Fait que je prends ça, puis je veux un sucre un petit peu plus rapide aussi. Sirop d'érable. Ça fait la job. Fait que tu mélanges les deux carrément ensemble. Là. Je vais manger le sirop d'érable en premier. OK, comme pré-entraînement, puis tu finis avec... En général, je vais le prendre tout de suite après l'entraînement. Puis je vais avoir un exemple, au gym, je vais prendre mon sirop d'érable. Puis je reviens chez nous où je m'entraîne où je travaille. OK, les deux, c'est post-workout. Oui, exact. OK. En post. Et après, je prends un peu de carbs sous forme de highly brand cyclic dextrins, mais tu sais, 10 grammes. Tu sais, le monde surestime beaucoup la quantité de carbs qu'ils vont... C'est un fuel. Regarde, OK. C'est sûr que là, ce que je vais te dire, c'est une moyenne. Une grosse moyenne. Si on compare un squat et un wrist curl, c'est pas la même dépense. Là. Mais si tu fais une moyenne, tu as environ une dépense de 1 calorie par rep dans un exercice. En moyenne, dans un programme, à peu près. Ça fait que, tu sais, un exemple, si tu ferais un workout que tu aurais, même si tu ferais un German Volume Training de 100 reps, qui est un gros volume, je ne fais pas nécessairement 100 reps de mes workouts. 100 calories. C'est 100 calories. Fait que de carbs, c'est 25 grammes de carbs. Si ça vient tout des carbs, ce qui n'est pas le cas, parce que tu as de l'ATP aussi, mettons, tu as 15-20 grammes qui viennent de glucogène. Fait que pourquoi est-ce que tu prendrais un 75 grammes? Tu sais, là d'où que ça vient, de slowdown carbs à côté avant le training, ça vient des bodybuilders qui prennent de l'insuline après workout. Ils sont sur le jus. C'est ça. Mais l'insuline, dans le fond, ils prennent ça pourquoi? Le monde comprenne mal l'utilisation de l'insuline en bodybuilding. C'est pas pour te permettre de prendre plus de carbs, c'est pour avoir plus d'accumulation d'IGF-1. L'insuline combinée à l'hormone de croissance, comme les bodybuilders, va augmenter le taux d'IGF-1. L'IGF-1 est l'hormone la plus anabolique du corps. Donc, ils prennent l'insuline, pas pour stocker plus de carbs. Ils prennent des carbs pour pouvoir prendre plus d'insuline, pour avoir plus d'IGF-1, tu comprends? Mais pour une personne qui ne prend pas d'insuline, tu n'as pas besoin. À moins que tu ailles courir, tu fasses un CrossFit workout qui va durer 1h30, tu n'as pas besoin de plus que 15. Ou pas besoin de plus qu'un 15. 20 grammes de carbs. Puis ce qui est le fun avec le Highly Brand Cyclic Dextrin, ce carb-là est particulier parce qu'il est absorbé aussi facilement qu'un Waxy Maize, qu'un Dextrose, qu'un Malto, mais il rentre dans le système sanguin comme un slow carbs. En fait, il ne relâche pas d'insuline. C'est pour ça un exemple... Il est utilisé immédiatement. Là. Fait que, non, au contraire, il est utilisé graduellement. Il est très, 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 très graduel. C'est un trickle. OK, ouais, excuse. C'est pour ça un exemple, quelqu'un qui voudrait être keto, mais qui voudrait un peu de carbs avant le training pour avoir plus de gaz, tu prends un 10-15 grammes de Highly Brand, ça ne te sort pas pantoute de ta cétose. Ben moi j'ai fait des tests, puis ça me prenait un peu de glucides pour être optimal, surtout pour jouer au hockey. Ah non, mais c'est ça. Surtout, surtout pour jouer au hockey. Je trouvais qu'être keto, c'est bien le fun. J'avais de l'énergie en troisième période, mais j'avais pas le spark, l'explosion en première période. High power. Mais tu sais, puis ils ont fait une étude sur des repeated high intensity effort en âge, avec Highly Brand Cyclic Dextrin, puis un dextrose ou une maltodextrose. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le Highly Brand Cyclic Dextrin augmentait le nombre d'efforts à haut niveau d'intensité que tu pouvais rentrer. Le dextrose, maltodextrose les diminuait. Parce que ce qui arrive, c'est que ça rentre tellement vite dans le système sanguin que tu as un spike d'insuline. Au début. Ouais. Au début, tu es sharp. Fait que là, tu as un spike d'insuline. Puis l'insuline va baisser la glycémie, mais aussi la dépense énergétique va baisser la glycémie. Tu tombes en hypoglycémie. Là, qu'est-ce qui va arriver? Ton corps va relâcher du cortisol pour essayer de mobiliser. Puis du glucagon, puis ça brûle. Plus vite. Tu vas te brûler plus vite, exactement. Fait que c'est pour ça que j'utilise un petit peu. J'en utilise genre 10 à 15 grammes avec un 10 à 15 grammes de caséine hydrolysée. Ça pourrait être de la whey hydrolysée aussi. C'est encore absorbé c'est absorbé aussi rapidement qu'un des acides aminés individuels. Une caséine, je veux juste avoir ton avis. Une caséine, tu ne penses pas que c'est un peu plus inflammatoire comme type de protéines? Au niveau de l'estomac, j'ai remarqué ça. Mais c'est pour ça que je prends 10 grammes. 10-15 grammes. Puis hydrolysé, c'est moins pire. Il y a une différence entre la caséine typique et une caséine micellaire qui est slow digesting. C'est vraiment long à absorber. C'était pas clair à un moment donné que tu prenais ça le soir. Exact. Pour ton sommeil. C'est complètement idiot parce que même une protéine plus longue est quand même pas mal plus absorbée pendant plus longtemps qu'on pense. Mais la caséine hydrolysée, dans le fond, c'est littéralement la caséine mais brisée juste en acide aminé libre.
ou en diéthyl-peptide. Fait que c'est super, c'est très rapidement absorbé, fait que tu n'as pas un gros stress gastrique. J'ai vu chez certaines personnes, tu vas avoir de l'inflammation. Mais pas tout le monde. Sinon, tu vas vers la whey hydrolysée, qui est encore plus rapide que la whey isolate. Dans les produits de bœuf, exemple plus animal, avec des muscles, qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là? Tu avec une protéine de bœuf, est-ce que ça pourrait faire hydrolyser au même niveau? Est-ce que ça pourrait faire la même chose? Oui. Moi, honnêtement, je suis en train de travailler sur une ligne de suppléments. Puis un des produits que je veux faire, justement, c'est avoir une protéine de collagène de bœuf. Mais dans le fond, c'est une protéine que j'appelle anti-vieillissement. Fait que dans le fond, tu as de la whey, tu as le beef collagen, parce que le collagène pour la peau, pour les ligaments, ces choses-là. En même temps, c'est très riche en glycine, fait que c'est un relaxant. Puis j'inclus aussi 5 grammes de leucine, parce que quand tu vieillis, il y a ce qu'on appelle un leucine threshold. Je ne sais pas si vous connaissez le leucine threshold. Pour qu'un repas soit anabolique, pour qu'il stimule la synthèse des protéines, il faut au moins 4 grammes de leucine. Okay? Mais ce que les recherches récentes démontrent, plus tu es âgé, plus ce qu'on appelle, tu as une résistance anabolique. Tu as besoin de plus de leucine pour stimuler l'anabolisme. Donc, peut-être un 6 ou 7 grammes. Fait que moi, j'en rajoute dedans. Puis on a aussi de la glycine d'ajouter. Donc, c'est une protéine plus pour le nighttime, rest and recovery. Fait que dans le fond, tu as la glycine qui va venir calmer ton système nerveux, tu augmentes la sérotonine, ça va baisser le cortisol, c'est un relaxant aussi. Mais c'est drôle qu'en vieillissant, là, moi aussi, on est beaucoup plus dans le vieillissement, dans vouloir vivre jeune longtemps. Quand on était plus jeune, on pensait juste à la performance, Exact. Là, on est rendu dans... T'as quel âge, Chris? 47. Bon, en quarantaine. Moi aussi, quand j'ai commencé à avoir la quarantaine, je commençais juste à vouloir optimiser ma capacité pour être performant, vivre jeune longtemps. Puis tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que, tu sais, plus j'étudie sur l'anti-vieillissement, plus je me rends compte que la meilleure façon de s'entraîner, c'est comme un athlète. Parce que, tu sais, premièrement, maximiser ta masse musculaire, c'est contre-productif. Pour le vieillissement. Exact. Oui, tu veux garder une masse musculaire parce que, dans le fond, le but de l'entraînement anti-vieillissement ou pro-longévité, c'est de prévenir la dégradation de tout ce que tu perds naturellement quand tu vieillis. Et la masse musculaire fait partie de ça. La force fait partie de ça. La puissance, la vitesse surtout. La mobilité, l'endurance, la résistance. Tu veux tout maintenir ça. Pas maximiser une masse musculaire excessive. Non. Parce qu'une masse musculaire excessive, premièrement, est un strain pour le système cardiovasculaire. Tu sais, on a tendance à rire du Body Mass Index, l'index de masse corporelle. Puis oui, en tant que mesure de la composition corporelle, c'est stupide. Sauf qu'il faut comprendre pourquoi ça a été développé. À la base, ça a été développé par des actuaires qui travaillaient pour des compagnies d'assurance. Pas du monde qui travaillait dans la santé. C'est qu'ils voulaient juste trouver une façon non invasive de pouvoir prédire la longévité potentielle d'une personne. Puis ce qui s'est rendu compte, c'est que plus une personne a de masse par rapport à sa grandeur, plus le risque de mortalité hâtive était grand. Peu importe que ça soit de la masse musculaire ou du gras. Parce que le muscle, même si c'est mieux que du gras, ça demeure que tu as besoin quand même de plus d'oxygène. Tu as plus d'énergie. Tu manges plus. Oui, fait que puis le système cardiovasculaire travaille beaucoup plus fort pour maintenir la masse musculaire. C'est la grosse erreur, je te dirais, des bodybuilders qui évitent de faire de l'entraînement en système énergétique. Oui, tu bâtis de la masse musculaire, mais tu bâtis pas le système de support. Fait que, tu sais, quand tu es jeune, c'est pas pire, là. Mais quand tu arrives plus vieux... les bodybuilders qui ont de la misère à faire leur scène, ils sont sur le bord, sur le côté, puis ils prennent leur souffle. C'est ça. Mais donc, il faut travailler ça. Mais aussi, juste le fait de ce que tu dois faire pour maximiser le gain de masse musculaire, au point de vue alimentaire, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour l'anti-vieillissement. Non, parce que tu devrais moins manger si tu veux vivre jeune longtemps. Exact. Parce que plus tu as beaucoup de calories, surtout au point de vue des glucides, plus ton activation de mTOR est grande. Ce qui est bon pour la synthèse des protéines, qui est bon pour le gain musculaire. Mais ça augmente le vieillissement cellulaire. Ça, je me dis, moins bon pour les cellules. Exactement. Donc, c'est pas nécessairement... Je dis pas de ne pas essayer de prendre la masse musculaire. Ce que je dis, c'est que quand tu es plus vieux, le but, c'est peut-être plus d'aller vers un physique qui est lean, qui a une bonne composition. Athlète, comme tu as dit. Un athlète, exactement. Tu vas mixer des entraînements en force, tu vas mixer peut-être des entraînements à haute intensité en intervalle pour aller travailler tes systèmes d'énergie. Le fait comme le training que tu as fait à ton gars de CrossFit, là, qui n'était pas long, mais à très, très haute intensité, c'est débile, là, parce que tu préserves ta masse musculaire juste à faire ce workout-là. Beaucoup d'étirements sous charge aussi, parce que ça va aider pour la mobilité, mais tu renforces les tendons, ce que tu perds aussi avec le temps. Faire du neurologique, parce que quand tu es plus vieux, ton système nerveux se dégrade. Donc, c'est toutes des choses qui sont importantes. Ça a l'air complexe, mais ça ne l'est pas tant. Non. Des sauts. Des sauts, des lancers. Moi, j'utilise ça comme warm-up.
Avec Pierre Roy, c'est ce qu'on faisait. On commençait nos trainings par des sauts. C'est pas nécessairement supposé être des sauts maximum. Ça peut être juste des petits rebonds, des pogo hops, des choses comme ça. C'est juste pour garder ton système nerveux frais et dispo. Ça t'active ton système nerveux. C'est des tendons. Exactement. Ouais. Le rythme aussi qu'on perd avec l'âge, souvent. On devient plus stiff. Dans le fond, Gab m'a conté, on a parlé de ça avant d'être en ondes. Toi aussi, présentement, tu développes, tu donnes des séminaires avec Ben Prentice. C'est drôle parce que j'ai un client qui m'a envoyé une vidéo qui a passé à Radio-Canada, qui est Ben Prentice, puis qui avait entraîné Martin Saint-Louis et tout. Fait que là, tu donnes des séminaires avec lui un peu partout aux États-Unis. Comment ça fonctionne? On en a 2 planifiés ensemble. Okay. Ben, j'ai déjà donné des formations plusieurs fois à son staff. Okay. Donc, avant le COVID, à chaque année, j'allais. Quand tu disais que tu allais donner des formations, c'est-tu par rapport un peu comme dans tes livres, là, les types de contractions? Exact. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que Ben, moi et un autre coach qui s'appelle Alan Bishop, qui est strength coach à l'Université de Houston, on utilise le même système à la base qui est l'omnicontraction. Donc, on entraîne l'excentrique, le statodynamique, l'isométrique, le pliométrique, le concentrique à chaque phase. Donc, ça va être inclus dans chaque bloc d'entraînement avec des méthodes différentes, évidemment. Évidemment, on a notre propre application du système. Ce qu'on fait, c'est qu'on a monté une conférence, une série de conférences où on va chacun donner votre approche. 2 présentations, une théorique, une pratique. Fait qu'on a, mettons un exemple, la théorique, on va donner une sur un exemple, un sujet particulier. Moi, je vais parler de l'isométrie surmontoire. Overcoming Isometrics, toutes les différentes applications que tu peux utiliser. Ben va parler beaucoup sur les Long Duration Isometrics, puis Alan va parler beaucoup sur la surcharge en excentrique. On va faire expérimenter sur le monde quelles différentes applications selon le sport, ces choses-là. On a une au gym de Ben au Connecticut, on va en avoir une en Arizona aussi. Quand ça s'est vendu en 8 heures, c'était sold out. C'est assez hot. Puis on est en train de travailler sur un livre aussi. Okay. Puis dans le livre, j'inclus aussi Eric Falstro, puis Paul Gagné, qui ont participé au livre aussi. Y a-t-il des chances que cette formation-là puisse va être donnée ici ou plus ou moins? Peut-être. Honnêtement, c'est quelque chose qui c'est vraiment cool. Mais tu sais, ce qui est plate avec le Québec, c'est c'est le body composition, l'hypertrophie, ça pogne bien. La performance athlétique, pas tant que ça. Parce que, tu sais, ceux qui gagnent leur vie en entraînant, la majorité des athlètes, il n'y en a pas tant que ça. Non. Fait que, tu sais, c'est difficile d'avoir une... chercher une clientèle pour ça que let's go, on va... Tandis qu'aux États-Unis, c'est tellement gros. C'est tellement gros, c'est tellement... Tu sais, on amène un gars comme Ben, on amène un gars comme Alan, puis moi, tu sais, pour qu'on divise le profit, ça me dérange pas de pas faire le profit, mais tu sais, il faut faire venir ces gars-là pareil, tu sais. Fait que, tu sais, en bas de 40 personnes, c'est pas rentable. Ça fait que, tu sais, c'est avoir 40 personal trainer pour l'hypertrophie, c'est super facile au Québec. Avoir 40 strength coach, c'est un challenge. Fait que j'aimerais ça te dire que oui. On aimerait ça changer ça. Peut-être qu'un jour, c'est le simple fait qu'ici, on n'a juste pas autant d'athlètes qui font beaucoup d'argent. Puis ceux qui en font beaucoup d'argent, ils restent aux States, la majorité du temps. Un exemple, ils déménagent des fois. Des Jonathan Marchessault qui j'ai entraîné, qui travaille pour Vegas, j'ai entraîné pendant 2-3 ans. Mais là, à ça, il passe son temps majoritairement aux États-Unis, fait que c'est Ben qui l'entraîne. Fait que, au moins, ça reste dans la famille, entre guillemets. C'est pas pire pour ça. C'est drôle parce que, tu sais, Joe, c'est pas nécessairement le gars qui triple le plus entraînement. À un moment donné, mon business partner avec qui lui aussi travaille avec Joe, il s'en va voir Joe, il dit Joe, depuis que tu as signé ton gros contrat, genre 4 ou 5 millions par année, ton training a-tu changé? Il dit ouais. À la place de faire 4 séries, j'en fais 3. C'est ça, c'est un comique, il aime ça. Il est drôle. C'est un bon madame. Mais là, tu t'en vas dans une direction aussi avec les enfants. On a souvent cette conversation-là. Puis un des trucs, je trouve, qui est le plus intéressant, c'est que tu mentionnes, puis c'est en ligne directrice avec ce que je fais au quotidien, c'est les meilleurs coachs devraient être avec les plus jeunes, ceux qui commencent dans le domaine des débutants. En fait. Parce que c'est là que tu vas avoir un impact le plus marqué. Puis c'est là que tu as vraiment besoin. Tu sais, ce que tu fais avec des jeunes au début, c'est pas ça qui va les amener dans la Ligue nationale. Mais ce que tu fais, ça peut les empêcher d'aller dans la Ligue nationale, tu comprends? Tu peux les brûler, tu peux les blesser, tu peux développer des écœurés, développer des patrons moteurs qui vont prendre des années à corriger. Fait que, tu sais, les coachs qui sont les meilleurs pour enseigner, qui est pour comprendre comment le corps humain fonctionne, pour optimiser ses fonctions, devraient travailler avec les jeunes. Sauf qu'il n'y a pas de gloire là-dedans, tu comprends? Mais c'est là que c'est le plus important. On parlait même... ça devrait y avoir une éducation que ça part avec la mère, puis le père, puis ça commence au premier jour de la naissance. J'avais fait une formation dans le temps que j'avais présenté à CanFit Pro, of all places. Puis ça s'appelait Your kid sucks and it's your fault.
Ça expliquait vraiment toutes les... Ça droit au but. J'avais fait genre un warning au début, genre tout ce que j'allais dire, puis qu'elle allait peut-être vous blesser, ces choses-là. Puis j'avais mis genre une table avec 4 chaises dans le coin. J'ai dit, ceux qui sont offusqués, là, ben, j'ai un safe space là-bas, tu pourras aller là-bas si tu veux. C'est inclusif. Ouais, parce que NFL Pro, c'est ce style-là, tu comprends? C'est pas mal plus de gauche, cours de groupe, yoga, on s'aime, tout ça. Là. Non, fait que c'est ce que tu fais dans les 2 premières années de vie, c'est tellement, ça a un impact tellement important. Tellement important. Puis, tu sais, aussi, le bagage génétique va entrer dans le compte. Mais, tu sais, il faut que tu développes tous les systèmes, le vestibulaire, le visuel, le proprioceptif, puis les... Tactile. Oui, exactement. Mais, tu sais, là, ce qu'il y a avec les parents, là, baptême, t'es plugues devant la télévision quand ils ont 1 an ou 2. Pourquoi? Parce que... T'as pas le temps. T'as pas le temps, mais le bébé pleure, il chiale. Tu mets devant la télévision, hey, c'est magique, il arrête de pleurer. Dude, t'es en train de scraper. T'es-tu en train de penser pourquoi est-ce qu'il arrêterait de fonctionner? Là? Il devient un zombie. Là. Penses-tu vraiment que c'est bien bon pour son cerveau? Tu comprends? Là? Souvent, ces mêmes parents-là, c'est pour être tranquille puis être là sur exactement, les réseaux sociaux, carrément. Puis ce qui arrive, c'est que, dans le fond, c'est que, à la limite, dans notre temps, c'était moins pire parce que les appareils visuels, c'était cathodique. C'était pas par émission de lumière bleue, tu comprends? Fait que oui, t'avais quand même ton attention était sur l'écran, mais tu n'avais pas la lumière bleue qui voulait créer une surstimulation des récepteurs dopaminergiques. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'avec la télévision, avec les écrans plats, avec les jeux vidéo encore pire, ça fonctionne tout par lumière bleue qui vient de donner une surstimulation des systèmes dopaminergiques, en plus de la réponse dopaminergique que tu aurais juste par l'activité elle-même. Fait que les jeux vidéo, etc. Exact, c'est encore pire parce que, tu sais, dans le fond, il faut comprendre c'est quoi la dopamine, tu sais. Puis ça explique pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont très peu résilients. Le moindrement que c'est tough, ils abandonnent. Ils font pas d'efforts. Dans la vie. Exact. Pourquoi? Parce que la motivation, puis on pourra parler avec Matt aussi, là. Tu sais, la motivation, ça n'existe pas. T'sais. La motivation, c'est quoi? C'est une réponse de plaisir dans ton cerveau quand tu accomplis quelque chose qui va aider la survie de l'espèce. Et ton corps, on a souvent tendance à dire que la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. C'est pas vrai. C'est le neurotransmetteur de la survie. C'est dans le sens que quand tu fais une action, tu accomplis une tâche qui est favorable à la survie de l'espèce, ton cerveau donne une réponse de plaisir pour que tu veuilles le refaire et que tu sois motivé à, tu sais quoi, je vais me botter le cul pour survivre l'année prochaine. Je vais aller trouver une femelle pour copuler pour que l'espèce procrée. Je vais aller chasser pour chasser. Exactement, c'est ça. C'est carrément ça. Le chevreuil a soif, il boit de l'eau, il trouve ça le fun, il va reboire encore. Tu comprends? Fait qu'il ne mourra pas de déshydratation. C'est ça la dopamine. Mais ce qui arrive, c'est que maintenant, à cause des sources artificielles de dopamine. Elle était pervertie, finalement. C'est que normalement, tu es supposé avoir un relâchement de dopamine quand tu accomplis quelque chose. Là, à ça, tu l'as gratuitement. Puis c'est des petits busts. Exact. Là, tu n'as sans effort 10-15 fois plus que ce que tu as naturellement. Fait que pourquoi est-ce que moi, j'irais me botter le cul pour atteindre un objectif quand je peux me crisser devant la télévision et avoir la même réponse dopaminergique? Tu comprends? Et là, on ne pense pas ça volontairement, mais c'est ce qui se passe dans notre cerveau, tu comprends? Puis ce qui arrive, c'est qu'un adulte qui va abuser la lumière bleue peut toujours se resensibiliser à la dopamine. Il peut faire un genre de jeûne de dopamine, essayer de couper le plus possible les écrans, puis en dedans de 2 semaines, il peut retrouver une bonne sensibilité. Mais le jeune, qui a un cerveau qui n'est pas encore formé, tu vas te rendre de façon permanente résistant à la dopamine. Là, tu as quelqu'un qui a 0 motivation, quelqu'un qui a 0 résilience à l'effort, puis quelqu'un qui n'a pas de but dans la vie, quelqu'un qui est malheureux dans la vie. En plus d'en perdre avec le temps, non seulement la résilience, mais tu n'en produis pas autant à 15 ans que tu en produis à 60. En plus. Ben, c'est ça. Dans le fond, le problème, c'est que là, c'est des jeunes en bas âge qui ont accès à ces écrans-là. Puis là, on parle d'une dysfonction. Moi, le parent est le pusher. C'est ça, mais moi, je l'ai vu. Là. J'ai une fille là, de 5 ans, puis ma plus vieille, elle n'avait pas ça parce qu'elle n'avait pas de tablette à l'époque. Puis là, maintenant, elle s'est mise devant la tablette, mais comme tu as dit, faut arrêter ça, là. Faut arrêter ça tout de suite. Faut même pas qu'elle laisse la chance. Là. Oui, une fois de temps en temps, on peut regarder une émission ensemble ou la TV, mais il est moins possible. Dans le fond, est-ce que tu as mis en place une forme de périodisation pour des jeunes? Dans le fond, je suis en train de développer un cours de groupe, un système de cours de groupe pour enfants. Dans le fond, même le gym où je travaille au Maxiform, on a une salle qu'on construit spécifiquement pour l'entraînement des enfants, avec des équipements adaptés. Des petits power racks, des petites barres. Ouais, c'est la sœur des équipements pas pires. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une périodisation. Puis, je vois ça un petit peu comme une approche, un peu comme que mon gars fait du karaté.
Fait que c'est le même système un petit peu que du karaté. C'est ça. C'est ça. Fait que dans le fond, un exemple, pour avoir sa ceinture jaune, ben, tu as 3 techniques à maîtriser puis tu as un kata à maîtriser, disons. Ben, pour l'entraînement, ça va être la même chose. J'ai 6 patrons moteurs de base. Après ça, j'ai 6 différents mouvements de style pliométrique. C'est 6 catégories. Et chaque catégorie, il y a environ 10 niveaux. Fait qu'un exemple, pour avoir ton bracelet, parce qu'on fonctionne sous forme de bracelet, ton premier bracelet, c'est pour que tu maîtrises tel exercice. Puis quand je dis maîtriser, c'est qu'il faut que tu aies des points techniques à maîtriser. Puis c'est mais aussi, un jeune ne peut pas passer. C'est un exemple, même quelqu'un qui progresserait très, très rapidement, il ne peut pas sauter des étapes. Il faut que tu sois minimum 1 mois et demi à chaque niveau avant de pouvoir monter. Okay? Puis après 1 mois et demi. Le même principe des patrons moteurs quand on est bébé. Là. Exact, c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'après ce mois et demi-là, on a un test. Donc, tous les jeunes qu'on considère qui ont fait une belle progression, ben, ils doivent nous démontrer une efficacité technique sur l'ensemble de ces exercices-là. S'ils passent, ben, ils ont leur prochain bracelet et ils vont avoir accès aux prochains exercices. Puis, je fais des chandails au gym, c'est le même enfant. C'est le même principe. Ouais, c'est juste que c'est moins cher. Je trouve que c'est moins cher le bracelet. Ouais, t'as raison. Puis tu peux l'enlever facilement, tu peux l'échanger. Parce que le t-shirt, des fois, tu as le goût de mettre d'autres choses, tu comprends? Fait que ça, c'est bien. Puis en plus, tu peux l'amener à l'école, tu peux le montrer au monde. C'est la même chose. C'est exactement ça que j'ai pris. J'ai pris la même chose. Puis c'est drôle parce que le dojo où mon gars fait ses cours, ben, ils vont ouvrir une succursale dans le gym où je suis. Fait qu'on ça va être mon voisin, ben, on va pouvoir faire les deux avec les jeunes. On va essayer de combiner entraînement et karaté pour les jeunes. Là, c'est ce que moi je pense vite. Là, tu vas-tu brander ça puis peut-être le partir un peu partout? On veut le faire en ligne. Moi, je veux faire ce ne sera pas évidemment un système dans le sens que je ne peux pas superviser le monde, mais je veux donner les outils pour des personnes qui voudraient développer le système. Donc, un peu comme pour le cours de neurotyping, on veut une banque de tous les exercices avec tous les coaching points, tous les points techniques que tu dois maîtriser pour pouvoir dire que tu maîtrises l'exercice, toute la progression des exercices. Après ça, comment construire les séances, différentes règles aussi, ces choses-là, comment progresser. Puis on va mettre ça en ligne pour que le monde puisse avoir ça comme cours pour pouvoir construire ses propres systèmes. Pour pouvoir avoir ça dans leur propre centre. Exact. Ou excuse-moi, ton idée de progression est fait... dans tout ce que tu parles, dans le fond, depuis qu'on a commencé le podcast aujourd'hui, est tout le temps bien imprimé, que ce soit avec des athlètes de haut niveau, de la population générale, même avec des enfants. Puis, pour parler des coachs qu'on avait comme discussion tantôt, je trouve que c'est un manque de ne pas comprendre c'est quoi progresser, que ce soit les paramètres d'entraînement ou les exercices dans un training, ou même les types d'entraînement. Tu sais, il y a les exercices, c'est cool, mais il y a des types d'entraînement qu'il faut que tu passes avant de aller dans des trucs plus avancés. On voit ça évidemment beaucoup plus encore dans le personal training. Parce que au moins dans l'entraînement performance, la plupart du monde ont quand même au moins des bases en périodisation. Puis ils comprennent le fait d'avoir le besoin d'avoir un entraînement cyclique à cause de la nature, de off-season, in-season, pré-compétitif. Donc ils savent qu'il y a un besoin, tu comprends? C'est pas tout le monde qui fait des bonnes applications. Au moins tu comprends le besoin. Mais par exemple, quand tu regardes le personal training, que ce soit du monsieur, madame, tout le monde, n'importe quoi, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne pour être en meilleure santé, c'est pas un moins bon objectif que le gars qui se prépare pour les Olympiques, tu comprends? C'est aussi important, c'est sa vie, tu comprends? Donc, pourquoi est-ce que tu n'appliques pas la même logique? Tu sais, c'est que moi, je vais voir un coach, il y a un client qui vient le voir, puis il lui vend un programme. Fait que c'est assez... Il vend le programme, puis souvent, même, il n'y a même pas de nombre de semaines. Tu fais le programme, tu fais ça. Puis quand tu seras tanné, tu viens de me voir. C'est souvent ça. Dans le moins pire des cas, ils vont dire c'est un programme de 4 semaines, puis ils font le plan pour 4 semaines. Viens voir après 4 semaines. Sauf que le problème, c'est que leur thought process s'arrête là. Dans leur tête, là, ils font le programme puis ils passent à d'autres choses. Là, ils ont plein d'autres clients. À un moment donné, ce client-là vient le revoir puis dit je voudrais avoir un nouveau programme. Mais tu sais, tu n'iras pas voir qu'est-ce qu'il a fait avant puis construire un programme qui est la suite logique de ce que tu as fait avant. Tu comprends? Puis aussi, quand tu fais un programme, tu sais, il faut que tu choisisses tes exercices, tes méthodes, en sachant ça va être quoi la prochaine étape. Parce que c'est une progression logique. Il faut que ce que tu fais là va t'aider à mieux. Ah oui, c'est ça. Normalement, c'est ça, tu comprends? Fait que déjà, à partir quand j'enseigne même aux personal trainers, ce que je leur dis, c'est que tu ne vends pas de programme. Premièrement, au point de vue business, c'est pourri. Là. Tu vends des cycles d'entraînement. Fait que tu vends un mésocycle. Un coaching sur X nombre de temps. C'est ça. Tu vends un mésocycle minimum, c'est 12 semaines. Donc, en 12 semaines, tu vas faire 3 blocs d'entraînement, puis là, tu peux avoir une progression de bloc en bloc, tu peux avoir une structure logique, puis là, tu peux avoir des résultats.
Puis même dans ton bloc d'entraînement, tu dois avoir une structure de progression. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas changer le volume ou les méthodes à chaque semaine. Ça peut être simplement utiliser, mettons, quelque chose comme bien basique, comme la double progression. C'est un exemple. Double progression, c'est quoi? À la place de dire tu fais 4 séries de 8, tu fais 4 séries de 6 à 8. Tu prends le même poids pour les 4 séries. Quand tu es capable de te rendre à 8 pour les 4 séries, tu montes ton poids. Si tu n'es pas capable, tu attends. Puis tu vois, un exemple, première semaine, je vais faire 8, 8, 7, 6. Bien, la semaine prochaine, tu gardes le même poids. Là, tu fais 8, 8, 8, 7. Tu as progressé, mais tu n'as pas encore assez progressé. 8, 8, 8, 8. C'est ça. C'est bien basique, mais c'est un mode de progression. Tu peux avoir ça, ou tu peux avoir, en général, moi, le mode que je vais utiliser le plus souvent avec du muscle d'âme tout le monde, j'augmente le volume. C'est un exemple, les 2 premières semaines, la première semaine, c'est le plus bas volume. J'appelle ça une charge d'introduction. Puis je fais ça avec des athlètes aussi. La première semaine, c'est toujours... Dans le fond, le monde me demande, est-ce que tu fais des deloads? Je dis non. Pour moi, la première semaine d'un nouveau bloc, c'est un deload. Mais tu sais, c'est un deload parce que tu inclus des nouvelles méthodes, des fois des nouveaux exercices. Tu sais, c'est pas le temps de pousser le gaz dans le fond. Faut que tu apprivoises 2 séries de 6-8 répétitions. Mettons, tu sais, c'est plus bas que le reste des semaines. Semaine 2 et 3, c'est les semaines de développement. Donc, tu as un volume qui est relativement élevé. Puis 4e semaine, c'est une semaine de stress. Donc là, tu vas plus haut parce que tu sais que dans le prochain bloc, tu commences avec une charge introductive. C'est déjà en partant, tu as une structure, tu as une logique. C'est pas super compliqué. Là. Ça peut être juste 4 séries à la place de 3, ça peut être ça, là, mais c'est déjà ça. Oui, exact. C'est logique. Puis dans le fond, avec le système, avec les enfants, c'est un petit peu dans le même concept de développement, de progression. Sauf que les autres, mon but, évidemment, parce qu'une des grosses erreurs que le monde font, vraiment un jeune, mettons, de 5-6 ans, bâtira pas de masse musculaire. Très peu. Très peu. Des parents. Il faut gagner la masse. Troquet de 8 ans. Avant la puberté, tu ne prendras pas vraiment de masse musculaire tant que ça. Au niveau hormonal, c'est pas suffisant. Par contre, les développements sont neurologiques. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir, OK, il faut qu'on load, il faut qu'on fasse du volume. La qualité du mouvement, man. Apprends à bouger. Fait que moi, quand on parle de progression, oui, il y a une progression. C'est pas nécessairement une progression par plus de volume avec les jeunes ou plus de répétitions, plus de charge. C'est le type d'exercice. Ouais. C'est un exemple dans... Plus de complexité. C'est ça. C'est un exemple, on va prendre un exemple, un mouvement, comme le squat. Dans mon squat, je vais avoir 15 étapes. Ouais. Pour vrai, peut-être les 4 premières sont trop faciles, mais j'aime mieux commencer plus safe. Puis à la limite, les plus vieux, je vais commencer plus loin dans la progression. Mais je veux passer par toutes les étapes. Fait que la difficulté du programme va être par l'augmentation de la difficulté de l'exercice. Fait qu'un exemple, quand tu as fini les 2 premiers niveaux, c'est ça le prérequis pour passer au prochain exemple. Il faut que tu accumules, il faut que tu sois à ce niveau-là pour les 6 patrons moteurs de base. Puis on fait la même chose pour la pliométrie, mais la pliométrie n'est pas nécessaire pour la progression d'une ceinture ou d'un bracelet à l'autre. C'est plus quelque chose qu'on fait on the side. C'est normal, les séances, c'est environ, je te dirais, je dirais moitié lifting, mais juste parce qu'on veut passer plus de temps à pratiquer le mouvement. Après, c'est de la pratique de mouvement, c'est pas du lifting. Après ça, on a environ 25% qui est explosif. Je ne veux pas dire pliométrique parce que c'est pas nécessairement pliométrique. Absorption. Atterrir. Exact. Lancer de ballon, des choses comme ça. Ouais. Et tu en as l'autre moitié qui est le petit jeu de conditioning. Ouais. C'est des transports de charge avec des sprints, des choses comme ça. CrossFit. Mais séparés. Puis j'imagine, mettons, petite compétition entre eux autres. Même au karaté, ils font la même chose. Au karaté, avec Jaden, j'aime beaucoup le modèle. C'est pour ça un petit peu, je me suis beaucoup influencé de ça. Tu regardes, au début, ils vont avoir un 10 minutes de conditionnement physique où ils vont faire des abdominaux, des push-ups. En passant, juste pour te dire à quel point que la société moderne est rendue moche. Là. Moi, au cours de Jaden, mon gars, il a 5 ans. Okay? Puis son cours de karaté, moi, je suis dans le sous-sol parce que tu n'as pas le droit d'aller dans le dojo en tant que tel, mais tu as des caméras en circuit fermé pour les 4 salles, les 3 salles. Tu as les plus jeunes, tu as les ados, puis tu as les adultes. Puis tout le monde commence avec des redressements assis, des push-ups, des jumping jacks, des choses comme ça. Puis ce que je remarque, c'est que premièrement, Jaden est le seul, à part 1 ou 2 adultes, capable de faire des push-ups. C'est des vrais push-ups, là. C'est pas parce qu'il est bon. C'est que les autres sont fucking poches, là. Tu sais, maintenant, à 12 ans, t'es supposé faire des push-ups, là. Qu'est-ce qui arrive si tu tombes à terre? Tu te relèves pas? T'es comme une tortue, là. Tu sais, le jumping jack, personne coordonne les bras puis les jambes. Tu sais, tu te racontes à quel point le monde sont moteur aujourd'hui, puis c'est important de faire ces bases-là. Fait que tu peux pas commencer avec de l'avancée tout de suite, ils sont pas capables. Puis ça fait qu'ils vont 10-15 minutes de cette petite activation-là. Ensuite, ils pratiquent leur technique.
Puis le pratique motrice. Puis à la fin, ils vont avoir un jeu qui va inclure des sauts, qui va inclure des sprints, puis c'est une compétition entre souvent les ceintures jaunes et les ceintures oranges, plein de choses comme ça. Fait que j'aime beaucoup le concept pour structurer l'entraînement. Ça va prendre 45 minutes. C'est 15-15-15 ou 15-20-10, quelque chose comme ça. Parce que, tu sais, avec un jeune, mettons, de 5-6 ans, tu peux pas aller plus longtemps que ça. Le niveau d'attention ne sera pas là. Quand tu arrives du 12, 13, 14 ans, là, tu peux aller 1 heure. Mais pour les plus jeunes, tu es mieux d'aller plus court puis plus de qualité. Puis avoir moins d'exercices différents dans une séance. Le but, c'est pas de faire un programme d'entraînement. C'est pas des mini-adultes, là. C'est de leur apprendre à bouger. Fait que t'es mieux de faire plus de répétitions, plus de temps passé sur un mouvement. Aujourd'hui, on fait 4 exercices parce qu'il faut que tu travailles tes biceps, le gros. C'est pas de sens, ça. Tu sais, on fait le squat, on fait le pivot de la hanche, on fait unilatéral pour le bas de corps, on fait tirage, on fait pousser. Transport de charge, mais transport de charge, je l'inclus plus dans le conditioning. Puis, dans le fond, c'est Jaden, hein, comment tu l'appelles? Ça, c'est ton garçon, ton plus vieux. Oui. Question comme ça, dans le fond, dans son développement de son 0-1 ans, 0-2 ans, j'imagine que tu l'as beaucoup stimulé, tu connaissant? À un moment donné, je me rappelle, ma blonde capotait avec ça. Parce que, tu sais, les femmes sont surprotectives. Hein, ah, mais c'est ça qu'on a dit. La balance. Patriarcale. Moi, je vais développer ça du système vestibulaire, tu vas voir. Là. Je me rappelle, je le lançais dans les airs, je le virais de bord. À un moment donné, je me rappelle, j'avais mis des oreillers dans le lit, là. Puis j'étais littéralement au moins 3 mètres du lit. Je lançais comme ça des oreillers. T'sais, pour vrai, fallait pas que je manque ma shot. Un petit peu trop à gauche. Ouais, ça rentre. Mais là, je faisais ça quasiment tous les jours. Ouais. Tu sais, Jaden, il était capable de se relever. Puis il était prématuré de 2 mois en plus. Là. Okay. Mais tu sais, de se retourner de bord par lui-même, il était genre 2 mois à l'avance. Là. Le retournement. C'est ça, exactement. Alors, on a beaucoup d'emphase. Surtout, ce qui aidait aussi dans ce temps-là, c'est que j'étais majoritairement à travailler en ligne à ce moment-là. Ouais. Fait que j'étais littéralement toute la journée avec. Ouais. On en faisait des drills. Il a-tu fait un 4 pattes orteil dans le sol en plus? Oui. Il a relevé les genoux. Oui, puis tu sais, en fait, puis je parlais de ça avec un de mes clients. Lui aussi, il vient d'avoir un kid. Puis, tu sais, c'est ce qu'il fait aussi. Il retarde le 2 pas. Ah, ben oui. Parce que, tu sais, il dit son kid, il sera prêt, mais nous autres, on veut qu'il fait le plus. Il ne faut pas qu'il fasse exactement, c'est ça. Il y a beaucoup de parents qui disent hey, mon kid, il a marché à 2 mois. C'est pas une bonne affaire. Ouais, c'est ça. Ramène-le pas à mon gars. Je serais pas super fier d'en parler, mais le monde ne le savent pas. Ouais, mais c'est dur de taper sur quelqu'un que tu sais pas, mais c'est dans l'éducation, c'est ça qu'on disait pour amener des super athlètes. Le best, ça te ferait des prendre à 1 an. Absolument. Même avant ça. Là, tu prends la mère puis le père. Puis parce que même si tu prends une mère qui bouge pas, ça commence là, les premières stimulations. La mère qui est alitée là, parce qu'elle a des douleurs, puis le médecin il dit tu vas rester chez vous. Tu sais, regarde, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps? Les femmes travaillaient au champ jusqu'à 9 mois. Il accouchait dans le champ. Ah oui, t'as peu. Ouais, c'est ça. On va revenir. Mais l'industrie du bébé n'a pas aidé au développement. Non. Puis que les parents qui sont femmes, hommes, travaillent, tout occupé. Fait que là, finalement, on regarde pas, on le stimule beaucoup moins. T'as une chaise, t'as un bimbo, t'as ci, t'as ça. C'est à plat ventre, stimule tout. Ouais. Puis dans le fond, ce que j'aime de ce que tu proposes avec ton système, puis moi, ça m'intéresse vraiment, c'est que dans le fond, c'est une continuité de ceux qui ont quand même été sharp avec leurs enfants en bas âge, là, qui ont réussi à les stimuler au maximum. Mais là, il y a une ex après. Là, puis au moins aussi, peut-être avoir quelque chose qui aussi peut pallier à ceux qui n'ont pas eu le bon développement. Ouais. Tu peux inclure les déplacements, tu peux en faire du 4-pattes comme warm-up. Moi, j'aime beaucoup le bear crawl. J'étais un gros fan de bear crawl, autant avec les athlètes qu'avec les. Tu vas faire des retournements, c'est peut-être quelque chose comme ça. C'est rare, honnêtement, le bear crawl, puis c'est là que tu vois le monde qui a une bonne enfance. J'ai des clients, j'utilise le bear crawl à toutes les sauces. Que ce soit du conditioning, que ce soit du fat loss, que ce soit de la masse musculaire. Aussi, mais c'est pas capable de te tenir dans ce position. Ton corps, ton. Exact. Mais tu le vois tout de suite. Il y en a là qui. La chaîne scapulaire. Je vais faire un 30 mètres, ils sont pas capables. Ils vont faire un 10 mètres puis ils tombent à terre. Là. Puis c'est un pas à la fois, puis c'est pas coordonné. Puis t'en as, man, c'est... Et tu le vois. Il y en a qui vont du même côté. Ouais, exact. T'es comme, OK. C'est que sûrement que t'as probablement pas marché à 4 pattes quand t'étais jeune, mon ami. Non, c'est ça, exact. Fait que c'est un bon, mais comme je dis, moi, je l'utilise beaucoup. Je le fais beaucoup en complexe. Un exemple, pour... Quand je travaille, même quand je travaille à la composition corporelle, c'est une tangente très athlétique. Dans le sens, je fais encore aussi le système d'omnicontaction. Comme un exemple, je viens de faire le plan pour une de mes clientes. Un exemple, sa journée, mettons, du lundi, en tout cas, si on regarde les différents complets, elle va toujours faire un mouvement de force avec un mouvement de transfert de charge, de transport de charge, par exemple. Fait qu'elle pourrait faire un exemple,
Un squat avec un farmer carry. Un squat, le squat, je vais le faire avec du Zercher en général. OK. Peut avoir, après ça, mettons, un Romanian deadlift avec un prowler pushing. Puis pour le upper body, on fait un bench press avec le bear crawl. Puis des fois, on fait un rameur après ça en conditioning après ça. Okay. Mais tu sais, c'est des choses que j'inclus beaucoup. J'ai un joueur de rugby, il fait du bear crawl 3 fois par semaine. C'est un de mes exercices préférés. Ouais. Ben, c'est. Puis en même temps, pour vrai, là, si tu le fais tu peux le faire pour des bonnes distances, puis ça a un effet sur l'hypertrophie. Tu es en acide lactique des épaules, des bras, des cuisses, abdos. Tu peux le faire en force. Tu t'attaches à un traîneau, puis tu fais ton bear crawl avec le traîneau, même c'est un Christy bon exercice. Absolument. Non, c'est vraiment intéressant. Fait que dans le fond, toi, tu développes tes enfants, tu essaies de les stimuler au maximum dans le mouvement. Ils s'entraînent déjà, je pense que tu disais. Jaden, pour commencer, il a commencé avec beaucoup de sports différents. Mon but, c'est de leur faire le plus de sports différents, puis ils vont choisir ceux qu'ils aiment. Ouais. Même si tu ferais juste 1 an de gymnastique, tu as quand même des acquis qui vont être appliqués. Surtout à l'âge qu'il a. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, comme Jaden avait commencé par la gymnastique, là, il était rendu tout seul de gosse, fait qu'il n'a pas compris le principe. Il a décidé d'arrêter de faire ça. J'ai arrêté un Christy de bon avantage. Là, il fait du karaté. Qu'il se transfère poète comme son frère. Ah oui, là, le pire, c'est qu'il a la même personnalité que moi. Okay. Mais il fait du karaté, il fait du baseball, il fait du soccer. Il fait son entraînement. Puis là, il veut recommencer la gymnastique, puis il va ça faire de la danse parce que ça fait sa sœur, en fait. OK. C'est cool. Mais son entraînement, dans le fond, c'est qu'il a commencé à 4 ans. Quand il regarde, même un petit peu avant ça, pendant le COVID, quand ma blonde puis moi, on s'entraînait à la maison, il est tout le temps avec nous autres dans le gym. Fait qu'il nous voyait faire. Fait que pour lui, c'est une partie normale de ta vie. Tu t'entraînes à chaque jour. Ouais. Monkey see, monkey do. Carrément. Il a commencé plus avec de la pliométrie. Beaucoup de sauts. Je dis pliométrie. Beaucoup de sauts. Il a commencé par atterrir à partir d'une boîte. J'ai des barres qui font de l'haltéro. Tu peux dropper des barres. Fait qu'il fait juste atterrir de ça. Je faisais des petits circuits qui se déplaçaient d'une boîte à l'autre. Après ça, c'était des transports de charge. J'ai des medicine bars. Je transporte le ballon. On fait du farmer's carry. Ça, du Atlas Stone. Après ça, on a commencé à faire de l'isométrie avec les différentes positions clés. Tu faisais du goblet squat hold, faisait du lunge hold, faisait des push-up hold, des chin-up hold, des choses comme ça. Puis on a commencé à faire du lifting. C'est rendu là, à 5 ans. Là, il fait son entraînement, il va faire toujours un mouvement de force par jour. Mettons, du front squat, du deadlift, du bench press, du floor press, du military press. Puis il va faire un mouvement d'haltérophilie. Okay. Il fait de l'arraché complet, il fait de l'épaule jeté complet. Mais l'épaule, j'utilise pas la même approche. Comme l'épaule jeté, pour juste te donner un exemple, les mouvements d'haltérophilie, il a le droit d'augmenter la charge juste une fois qu'il a fait 100 répétitions avec une charge. Je veux qu'il atteigne un certain volume. Il fait juste des séries de 2. Mais Pierre enseignait comme ça. La première année, Pierre, t'avais 25 ans, il s'en fout. Non. Tu prends le bâton. Ça fait des milliers, c'est ça. Ça fait des milliers. Puis, la rep. C'est ça. Puis c'est juste des séries de 2 pour l'haltéro. Parce qu'un enfant, pour des mouvements techniques compliqués comme ça, ils vont dire hey, 2, c'est bien trop pesant pour un kid. T'es pas obligé de mettre pesant quand t'as du 2. C'est de l'acquisition technique. Tu prends pas le but, c'est pas de bâtir la force. Il y a 5 ans. C'est de bâtir une efficacité technique. C'est pas un 5x5, c'est pas un 5x5 comme nous autres on fait. C'est 5 reps légers, puis il faut que ça passe. C'est ça. Tu peux avoir quand même une certaine progression en charge, mais en restant des répétitions en réserve. Exact. Puis il faut qu'il fasse 100 reps. Il fait des séries de 2. Quand il va avoir 50 séries de 2 de faites, il en fait 4 dans un entraînement, mais ça va faire 12 entraînements. Mais il va pouvoir monter de charge de 1 livre. J'ai des petits plays, c'est 1 livre de plus. Puis c'est progresse comme ça. Comme ça, sa technique va toujours devenir de mieux en mieux. Puis quand il aura 10 ans, là, il pourra commencer à charger. Charger plus. Mais ça monte progressivement quand même. Ben oui. Pour les mouvements en force, on est plus agressif un peu sur la charge, mais on reste quand même conservateur. C'est moins technique un peu. Ouais, c'est ça. Mais surtout, tu regardes le front squat, il est juste génétiquement fait pour ça. Ma blonde puis moi, on est fait pareil. On a un long tronc, des jambes courtes, des bras courts, des gros trapèzes, les épaules étroites puis beaucoup de poils. On sait le kid qu'est-ce qu'il va avoir l'air. Il est fait de même. C'est ça. Hey, good. Y a-t-il quelque chose que tu voulais peut-être mentionner? As-tu des formations qui s'en viennent? Rapper ça avec ça? Des annonces? J'en ai une qui va être au Maxifam, mais je ne suis pas sûr que le podcast va être sorti rendu là. C'est le 8 juin. Ah, il va être sorti. OK. Le 8 juin, j'en ai une au Maxifam de Lévis. C'est une journée. Au Québec, je veux faire de plus en plus des une journée. Okay. Premièrement, c'est fatigant 2 jours. Puis souvent, les coachs qui vont présenter pendant 2 jours, pour vrai, ils pourraient présenter le matériel à une journée. Juste qu'ils parlent plein de choses pas importantes. Puis tu vas pas à l'essentiel. Ça va être une journée, c'est le samedi le 8, si je ne me trompe pas.
Sur mes médias sociaux, on peut le voir. En même temps, j'imagine, tu veux faire ce que tu aimes faire. Là, si en une journée, tu as plus de fun à le faire en une journée. Oui, exact. Mais moi, j'ai pas de problème avec 2 jours, mais aussi question familiale. Puis, pour la plupart du monde, mettons, si c'est 2 jours, mettons, surtout si t'es pas dans la ville, c'est chambre d'hôtel, tu vas peut-être manquer une journée de job. C'est pas. Une journée d'aller-retour, là. Une journée ça va être ici à Québec? À Lévis, oui. Puis ça va être. C'est quoi le sujet? Dans le fond, ça va être. Évidemment, je suis allé plus du côté hypertrophie parce que pour les cibles au Québec, c'est ce qui pogne. Ouais. Fait que je fais ces 6 programmes d'hypertrophie légendaires. Okay. Donc, que moi, je considère comme les 6 meilleurs programmes d'hypertrophie. C'est cool. Hein? Puis, c'est pas de mes programmes. J'en ai un des miens là-dedans, mais il y en a 5 autres, c'est juste des systèmes d'entraînement. Le Big Kahuna? Ça, c'est un de mes préférés. J'ai une histoire là-dessus. J'ai une histoire sur tout. Je travaillais au War Gym dans le temps, qui est pas loin d'ici, c'est devenu le chalet. Ouais. C'est là qu'on entraînait beaucoup de gars. C'est Gabardi qui est là. C'est Gabardi, mon chum Gabardi qui était là. Fait que moi, dans le fond, j'étais là, moi, je m'occupais de l'haltéro. Puis dans ce salon, on avait un Christy beau système d'entraînement. C'était vraiment cool. Dans le sens qu'on avait des stations. Fait que les athlètes arrivaient, tu avais la première station, c'est l'activation. Fait que tu avais des drills d'activation, tu avais des JD, sauts, des warm-ups, ces choses-là. Ensuite, tu voulais la deuxième station, qui était ma station, c'est l'haltérophilie. Donc, on faisait l'haltéro pendant 20 minutes. Après ça, il allait à la 3e station qui était gymnastique. Fait qu'il y avait des gymnastic training avec Pierre-Luc Petit. Après ça, c'était l'entraînement plus musculaire. Ouais. Puis on finissait par du conditioning. Okay. C'était quand même intéressant. Une belle journée, là, une belle session. Puis ça te permet de faire beaucoup d'athlètes en peu de temps parce que tu sais, des groupes, c'est des groupes de 6. Il y a un entraîneur par station. Un entraîneur par station. Wow. Ça allait très bien, c'est vraiment cool pour ça. Puis tu sais, au début de la saison, avant l'entraînement, on se met en gang puis on fait la planification. Fait qu'on est dans la salle de meeting, puis là, on discute. Bon, qu'est-ce qu'on va faire comme méthode, premier bloc en musculation d'un an? On peut faire un German Volume Training. Ah non, mais c'est trop de 7 comparativement à ce qu'on fait. Ouais. Puis là, le Gab, il dit, hey, on pourrait faire un Big Kahuna. Chris, connais ça, le Big Kahuna? Là, je le regarde, je dis, Gab, c'est moi qui l'ai inventé, là. C'est pour toi qui ai inventé ça. Ben, Gab, tu vois mon livre, là, va le chercher, là. Je vais te montrer il est où dans le livre. Là. Ben raide. J'aime ça très drôle. Mais, il est le fun, le Big Kahuna, à cause des types de contractions. Exact. Mais ça, c'est dans le fond, ça, j'avais pris ça. Les fibres différentes sont sollicitées. Mais les types de contractions aussi. Aussi, oui. Puis j'avais pris ça, dans le fond, c'est une méthode que j'avais adaptée de Gilles Cometti qui s'appelait, en anglais, le Insider Contrast Training ou le contraste dans la série. Puis c'était un petit peu, mon adaptation de ce style d'approche-là. Les 6 meilleurs trainings à ta formation. Dans le fond, c'est plus en hypertrophie. Fait un exemple, le DC training, le Fortitude training, tous des systèmes d'entraînement que je considère que dans l'hypertrophie, c'est pas mal les meilleurs que j'ai vus. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais revoir ces systèmes-là, je vais les expliquer, les principes, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent, pourquoi est-ce que c'est bon. Mais après ça, je vais regarder, selon la science qu'on a, les connaissances qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas dans le temps que ça a été développé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ces programmes-là? Puis comment on pourrait les modifier pour différents types de clientèle. Nice. Très nice. C'est pas la descendre à Québec. Ouais. Un autre podcast. On fera ça, on va faire le podcast. Oui, certainement. Absolument. Hey, Sharp, Chris. Yes, sir. Merci, Chris. Plaisir, messieurs. Vraiment, vraiment cool, vraiment le fun. Excellent. À la prochaine.